Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un nouveau podcast, le quatrième, le cinquième 5 ou 6? Non, pas le 6, donc c'est le 5. Le cinquième, comment vas-tu Laurent? Très bien, merci Raphaël. Et toi? Bah moi, magnifiquement bien, tu vas voir. De retour des îles? De retour des îles parce que je suis parti à Koh Samui. T'as un petit peu bronzé, j'ai l'impression. Pendant 3 jours. Alors j'ai cramé, oui, un peu cramé. C'est vrai que en fait, je me rends compte que, voilà, que ma peau est très fragile au soleil. Et en fait, j'ai cramé, mais complètement en scooter. Comme ma grand-mère dirait, tu as bonne mine. Et bah voilà. Et bah toi aussi, en plus, nouvelle coupe de cheveux. Oui, c'est t'as ce que vu, j'ai remarqué. exactement. Ouais. Donc, on prend soin de donc ça fait plaisir. On prend soin et d'ailleurs ça tombe bien parce que moi c'est mon premier sujet dans le café, c'est prendre soin de soi, tu verras ça. Très bien. Le café, on a après le bip, comme d'habitude, nous avons le double expresso et les 5 minutes de plus. Et les 5 minutes de plus, et ben on est parti pour le café. On est parti. Le café. Le café. Alors, je vais faire le lancement. Hein. J'ai pris Raph de court parce que c'est lui qui va démarrer. Je ne sais absolument pas de quoi il va parler, donc découvrons ensemble. Raph, de quoi veux-tu me parler? C'est très simple. Est-ce que tu as déjà essayé de perdre du poids, Laurent? Oui. Tu as déjà été un petit peu dans tout ça, dans la... le bien-être, les remises en forme. Dans le bien-être, les remises en forme. Et ben voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça. Oui. Et alors, tout part d'une anecdote que je vais te lire en même temps. C'est, est-ce que tu connais l'effet thermique? Probablement. Ok. Ah mais ça te dit rien comme ça. Là, comme ça, en fait, j'ai envie de dire de quoi? Oui, en fait, c'est lui. Oui, c'est vrai. Alors, parce que la question en plus, c'est l'effet thermique des aliments. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Oui. Donc, l'effet thermique. Donc, tu vas me parler de métabolisme basal. Exactement. Exactement. Et je sais que tu étais un petit peu dedans. Donc, on va parler un petit peu de ça. Et en fait, il y a une chose que je ne savais pas, c'est que mâcher des protéines te fait brûler 30% de leurs calories. Oui. Or, si tu manges du sucre, eh ben, tu brûles 3% des calories du sucre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, en fait... Le corps, pour consommer la protéine, utilise plus d'énergie que pour consommer le sucre. Voilà. Et ça, je ne le savais pas. Et en fait, si tu veux, là, actuellement, j'ai fait mon petit séjour à Koh Samui et j'ai mon petit frère, j'ai un petit peu tout le monde qui s'est mis à fond dans le sport. Ouais. Et du coup, on a eu pas mal de débats là-dessus. Surtout que ton frère est un sportif. Surtout que mon frère est un sportif. Et une machine. Et une machine, ouais. et il mange bien. Et en fait, parce que... Du coup, on en est revenu au débat de l'alimentation parce que c'est mon gros problème. Et du coup, je me suis dit qu'on allait en discuter un petit peu. Très bien. On va parler de sucre. On va parler de sucre parce que moi au final, dans ma perte de poids, mon plus gros défaut, c'est la nourriture. Donc, c'est manger gras. J'ai tendance à manger assez gras, surtout ici en Thaïlande. Et manger sucré entre les repas. Bah, là, par exemple, juste avant le tournage, j'ai pris une boisson sucrée, tu vois. Et en fait, c'est tous des petits trucs qu'il faudrait que j'enlève, mais je sais pas, mon cerveau il veut pas. Hein. C'est trop compliqué. Bah, t'as une toute petite dépendance au sucre. Surtout. Parce que, ouais, vas-y. Non, parce que le gras a pas les mêmes mécanismes, mais le sucre est, comme toujours, comme tout produit, en fait, c'est en excès, ça peut devenir une drogue, mais le sucre a ce mécanisme-là. Et oui, avec l'appel du sucre, avec avec le la craving. tremblote. Exactement. Avec la tremblote. Et c'est vrai que c'était toi qui me l'avais fait remarquer une fois, ça date d'il y a 1 an. C'était alors, je sais pas si tu t'en souviens, en fait, je jouais vraiment tous les jours au paddle. Et en fait, à chaque fois, début d'après-midi, c'est-à-dire que quand je mangeais bien sainement le midi, et ben début d'après-midi, je tremblais tout seul sur le terrain. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, tu vois. Et ça, c'était le manque de sucre. Et toi, tu m'avais dit, ne t'inquiète pas, c'est ton corps qui réagit. Ne t'en inquiète surtout pas. Et zap, c'est pas grave et ça passera tout seul. Et c'est vrai que j'avais réussi à franchir ce palier de ça passe tout seul. Du coup, je l'avais plus, cette tremblote-là, début d'après-midi. Et depuis, j'ai repris le sucre. mais c'est vrai qu'une fois que tu passes ça, après, t'es nickel, quoi. Ouais, mais une fois que tu passes la phase aiguë, ouais, c'est ça. Le corps se réadapte. C'est pas non plus une drogue dure, alors même si on pourrait en discuter. Mais... ouais, c'est compliqué. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu avais l'impression de progresser plus en mangeant mieux ou en bougeant plus? C'était ça la grosse question. Les deux. Ah ouais. Toi, toi, t'appliques tout à fond. Non, j'aimerais bien. J'ai pas. Non, j'applique pas tout à fond comme il faudrait. Ah ouais. Non. C'est quoi, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est quoi, sur quoi tu justement t'estimes que t'es pas au taquet niveau alimentation? L'alimentation, en fait, ça m'a jamais trop intéressé. Ok. Et c'est vrai que j'ai dû, voilà, comme ça m'intéresse pas, je fais pas Ah oui, tu vas pas peser, tu vas non, pas. Voilà. Ouais. Et en fait, il faut coupler en fait, en fonction de tes objectifs, prendre de la masse musculaire, ça va pas être les mêmes régimes ni la même activité sportive que vouloir perdre, par exemple, de la masse grasse. Oui. Et donc, en fonction de ton objectif,
c'est une diète différente et c'est une hygiène physique ou en tout cas des exercices différents. Et combiner les deux, ça demande du temps, de l'attention. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps là, de le faire vraiment bien. Et c'est surtout aussi, ça demande une régularité. Aussi. En fait, je pense que c'est vraiment là-dessus que moi j'ai le plus de mal. Et en fait, quand tu le remarques, au final, tout ce que tu fais dans la vie, ça demande la régularité la plupart du temps. Bien sûr. Si tu veux réussir, par exemple dans le business, dans peu importe, là je le vois par exemple moi par rapport à tout ce qui est affiliation sur propre, du coup sur la propre firme, et ça demande de tous les jours publier, tous les jours poster, tous les jours regarder le site, le SEO, tous les jours publier, etc. C'est vrai que tout est un peu cyclique. Oui, il y a un super bouquin qui s'appelle Le pouvoir des habitudes en français. C'est un best-seller, hein, c'est un ricain qui a écrit ça, des millions d'exemplaires vendus. Okay. Et c'est absolument génial parce que ça se base sur les neurosciences et sur le fait. En fait, si on veut vraiment changer nos vies, ça passe par l'implémentation de petites habitudes, d'habitudes. Okay. Mais pour implémenter l'habitude, si tu démarres d'emblée avec quelque chose de trop important, en fait, on a des mécanismes neuropsychologiques qui vont nous empêcher de s'y mettre et la fameuse procrastination. Ah oui. Et donc tu décales, tu remets au lendemain, etc. Et donc tout le bouquin décrit ça à la perfection et donne des petites solutions pour casser ça et arriver à implémenter des habitudes qui, elles, changeront vos trajectoires de vie, nos trajectoires de vie. Et toi, par exemple, tu as déjà mis en place ce genre de bien sûr. Le bouquin m'a énormément servi. Tu as un exemple précis ou pas là en tête? Alors je dois pouvoir en trouver, mais je vais surtout parler des concepts du bouquin. C'est qu'il faut démarrer petit. C'est-à-dire que si vous démarrez gros, alors je sais qu'il fait de mémoire des métaphores avec l'éléphant. En gros, on a un éléphant dans notre cerveau et il ne faut pas faire peur à cet éléphant. Okay. Et si on part sur des objectifs trop importants, on va lui faire peur et donc il va nous empêcher la mise en action va être bloquée par l'éléphant. Okay. Bon, il y a d'autres personnages. Mais, et donc, il faut démarrer petit parce que l'essentiel, c'est de démarrer et après, on en revient à la discipline et la constance, c'est de le tenir. Ouais. Et ça s'en rendre compte, l'habitude va devenir justement habituelle et ça ne sera plus un effort. Et une fois qu'elle est implémentée, après, on peut grandir dessus, on peut... j'ai un exemple concret. C'est en fait, pour toujours le même business, en fait, au tout début, j'ai commencé uniquement à publier un tweet par jour. Après, une fois que ça, c'était bon, dans ma tête, j'en ai publié 2, ensuite 3, après j'ai rajouté Instagram, après j'ai rajouté TikTok, et en fait, petit à petit comme ça, au final, c'est ce principe-là, non ? Bien sûr. Et petit à petit comme ça, maintenant, je publie sur plein d'endroits différents tous les jours, sans que... Et pourtant, je pense que dès le début, si on m'avait dit tu dois publier sur tout ça, je me suis dit, oh putain, non, c'est trop compliqué, trop chiant, tu vois. Ouais. Et du coup, là, en fait, je l'ai fait automatiquement en me développant, en fait. Donc, non, c'est cool. C'est ça. Moi, pour ceux qui procrastinent... Je suis un grand procrastinateur. Une des habitudes que j'ai qui me sert énormément, c'est tous les soirs, je remplis un déborde, un tableau blanc avec... Tu fais vraiment ? Ouais, vraiment. Sérieux ? Oui, bien sûr. Mais en fait, j'inscris dessus tout ce que je dois faire le lendemain. Ouais. Alors, c'est juste pour la journée, pour les missions de plus long terme. Je fonctionne avec un agenda, c'est différemment. Mais en tout cas, le fait, le soir, de planifier la journée du lendemain, ça aide après à exécuter le lendemain. Ça, je suis d'accord. Je le fais uniquement, moi, sur mes grosses journées, ça. En fait, où le matin, je me dis, putain, aujourd'hui, j'ai ça. Du coup, je me note tout sur le téléphone. Et il y a une espèce de système je pense, de récompense, de dopamine, qui fait que je l'enlève à chaque fois. Et c'est la to-do list, et c'est ça. C'est et que voilà. tu check. Et voilà. Donc, tu as cette petite et en fait, sentiment t'es d'accomplissement. content. Exactement. Ouais, t'as ce sentiment-là, t'es heureux. Et voilà. Ça fait partie de... En fait, cette habitude permet de... Enfin, le fait de remplir son déborde tous les soirs, de passer ce temps à planifier et ensuite d'exécuter, ça participe à introduire des habitudes. Parce que si tu veux démarrer une autre habitude, tu le marques sur ton déborde au départ. Ah oui, ok, ouais, comme ça au moins. Et jusqu'à ce qu'après, tu n'aies plus besoin forcément de le marquer. De le noter, que ce soit une habitude. Voilà. Et d'ailleurs, les habitudes, est-ce que c'est 21 jours ? J'avais entendu ça, mais après, ça a été corrigé, ça a été dit que non. Je pourrais pas, je me suis un peu... Pareil, je pense que basé sur les neurosciences, ils ont dû estimer une période de temps où, en fait, si tu continues de le faire après 21 jours, c'est que c'est considéré comme... c'est plus un effort. Parce qu'on en revient à la procrastination. Qu'est-ce qui fait qu'une habitude est une habitude ? C'est que tu le fais sans y penser. Ouais. C'est naturel. Tu n'as plus à utiliser toute ta discipline ou ta force mentale pour passer à l'action. Ouais. Et, voilà. Et donc, il faut truquer son cerveau en démarrant petit, en étant constant, jusqu'au moment où, en fait, où on se rend plus compte qu'on fait ce qu'on fait. C'est vrai. Et le sport, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, alors, on va reparler hier, on aime bien parler. Vous savez, on passe beaucoup de temps sur Claude et c'est très addictif. Oui. Et du coup, j'allais plus à la salle.
Ah oui. Oui, bah en fait. Non, parce qu'on se dit, maintenant, mais je peux pas partir, je suis en train d'avancer sur ça, je peux. Et en fait, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Ah oui. Alors, je suis retourné à la salle, mais vraiment, par là, j'ai utilisé toute ma force. J'avais pas envie d'y aller. Dur, Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, une demi-heure. Ok. C'est mieux que rien. Ouais, et ben là, je suis allé 2 fois cette semaine, je vais probablement aller une 3e fois. 2 fois une demi-heure. Ouais, 3/4 d'heure. La deuxième fois, 3/4 d'heure. Okay. Mais l'idée, c'est après de retrouver l'heure ou l'heure et quart ou l'heure et demie. Moi, j'ai même actuellement ce problème-là, c'est-à-dire que la salle de sport, j'aime tellement pas ça que je suis incapable d'y rester plus de 45 minutes. Donc, je vais faire une séance de 30-45 minutes où je vais faire vraiment mes exos avec les bons temps à respecter et tout. Mais après, next quoi. Et puis après, par contre, je vais marcher. Ça par contre, je le fais. Et j'ai vu ces poissons féconds sur sa. Tu connais oui, sur sa chaîne YouTube. En fait, il expliquait que lui, il a aussi un tapis de marche. Et d'ailleurs, j'ai pu l'incliner. Avant, je pouvais pas et j'ai réussi à l'incliner parce que ça, c'est important aussi. Bravo. Pas la même difficulté. Je faisais 1h30 facile à la base. Là, c'est des kilocals. Là, en incliné, c'est pas la même. Là, je crame. Tu manges des protéines et tu marches sur l'incliné. Ah ouais, là, je crame avant. Tu vas perdre 15 kilos en 2 mois. Mais non, mais lui a expliqué que justement, lui, il a perdu énormément de kilos. Je crois qu'il a perdu 10 kilos en 2-3 mois, hein, pas plus. Ouais. Hein. Mais la marche, on sous-estime. Hein. Ouais, on sous-estime la marche. Oui, bien sûr. Après, il faut le faire tous les jours. Et parce qu'on a une vie sédentaire. Et l'humain est fait pour le mouvement, l'humain est fait pour l'action. Et je me dis, en même temps que Claude, tu sais, vu que Claude, en plus, des fois, tu lui lances des trucs, t'as le temps. Et ben en fait, là, j'attends, mais je marche. Et tu marches. Et je marche et je regarde des petites vidéos YouTube. Et du coup, ça me fait passer mon temps. Donc, un bon combo. Donc, je suis très content. Et justement, par rapport au sport, il y a aussi, pas que le sport, il y a aussi les compléments alimentaires. Est-ce que toi, t'en as déjà pris? Est-ce que t'en prends? Non, j'en prends pas. T'en prends pas du tout? Il faudrait que j'en prenne. J'ai essayé la whey déjà. Ok. Mais non, je prends pas de compléments. Quand tu dis qu'il faudrait que t'en prennes, c'est parce que. Non, mais probablement, il faudrait regarder toujours. Normalement, si je voulais bien faire les choses à mes 40 ans, désormais que je suis âgé, tu fais un premier bilan, tu recherches éventuellement si tu as des carences en vitamines, minéraux, etc. Et après, tu peux te complémenter. Et ne serait-ce que le zinc. Si ma femme de temps en temps me donne un peu de zinc. Pitié. Non, mais la vitamine. Ça sert à quoi? Ça aide pour l'immunité. Pour protéger. Et et la vitamine D aussi, par exemple. Même si ici il y a beaucoup de soleil, en fait, on s'y expose peu. Oui. Et alors ça, pareil, j'essaye de faire attention. Genre le matin, quand je suis devant mon bureau, moi j'ai le soleil en pleine gueule. Et ben je me le laisse prendre en pleine. Après, la question c'est est-ce que le fait qu'il y ait une vitre enlève la vitamine D ou pas? Ça bloque. Alors je pense oui. Je pense que les UV traversent pas et donc ça touche pas ta peau et donc ça active pas l'enzyme qui. Donc ça marche pas. C'est ce que je me disais. Passer comme dans une voiture où je crois qu'en général tu prends pas de coups de soleil ou si tu peux quand même. Non, je pense pas. Ouais, je crois pas. T'as eu chaud. Ouais, c'est ça. Et donc, non, mais du coup, tu synthétises pas ta vitamine D. Ouais. Donc, tu captes pas ton calcium. Donc, voilà. Bah là, moi, en ce moment, je suis à fond. Alors, j'ai fait protéines, mais j'évite maintenant parce que je fais pas assez de salle. Et j'estime que du coup, je prends plus parce que les protéines, c'est des calories. On est d'accord? Du coup, ça me fait prendre des calories alors que je n'en dépense pas tant que ça dans la journée. Donc, ça, j'ai arrêté. Mais par contre, un truc que je prends tout le temps, c'est la créatine. Et je sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, mais tout le monde en prend maintenant. Ok. C'est un truc de fou. Tu sais à quoi ça correspond ou pas? Ça aide la reprise, la récupération musculaire, mais après. C'est ça, c'est avec un système d'eau, je crois, ça garde l'eau. Il y a une espèce de deal comme ça. Bon mécanisme physiologique. Et toi, tu as senti un effet positif en tout cas? Bah moi, j'ai senti un effet positif, surtout dans le sport, où en fait, je peux faire plus de sport à plus haute intensité pendant plus longtemps. Et ça, je l'ai remarqué direct contre toi au badminton, en fait. Parce que c'est vrai qu'au badminton, on joue tous les vendredis. Et à la base, j'étais sec au bout de 20 minutes. Après, forcément, avec l'entraînement, etc., à force d'en faire, tu étais KO, mais un peu plus longtemps après. Mais là, maintenant, je faisais pas forcément d'autres sports et tout. Tu t'es remis à la salle. Je sais pas si c'est concomitant aussi de la salle, l'entraînement, il y a un peu de tout. Je suis pas sûr que ce soit que la créate. Mais... Je pense qu'il y a mais après, ça doit jouer. Ouais. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que la créatine, donc moi, je prends 5 grammes par jour. C'est ce qu'il y a dans 1 kilo de steak par jour, du coup, que je prends. Donc je pense que c'est pas dégueu, tu vois. Et justement, on a eu plein de questions à ce niveau-là, parce qu'il y en a qui prennent pendant 7 jours 20 grammes par jour, il y en a qui prennent 5 grammes pendant tous les jours, il y en a qui font que des séquences, parce qu'à ce qui paraît, évidemment, c'est pas bon pour le foie. Mais bon, si tu connais pas, je pensais que tu connaissais. Okay. Je suis pas intéressé ouais, c'est vrai que à tous ces cocktails. Non, encore une fois, c'est pas ton univers. Non. Et toi, du coup, Laurent, tu voulais nous parler de... je voulais reparler de SpaceX. Eh oui, de SpaceX, on en a parlé la semaine dernière. Et moi, j'ai même des révélations à te faire là-dessus. Ça m'intéresse. Eh oui, en attendant, on a quand même bien vu
sur le fait que c'est complètement cheaté. Oui, par contre, les bougies que ça a fait. Nouvelles actions émises, en très faible quantité, demande énorme, le truc immoune. Ouais. Et donc, $135 pour certains salariés ou certains institutionnels listés. Hop, le token, il arrive à 150 déjà, et puis boum, ça part au nord. Donc, tout le monde se retrouve positif. Les gros vendeurs historiques potentiels comme Musk, comme les actionnaires historiques, ils sont bloqués pour l'instant. Alors, ils sont bloqués combien de temps sur plusieurs mois, apparemment, Musk, c'est 1 an. Ok, sachant que c'est le plus gros. Voilà, mais bon, la pression vendeuse va arriver dans quelques mois, mais pas de suite, donc ça peut mooner encore un petit moment. Et voilà, ça m'a fait plaisir de voir que c'était complètement... Surtout que ça fait vraiment penser, pour ceux qui connaissent les cryptos, au pump, enfin au shitcoin. Quoi. Ah, genre les pump and dump. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'ingénierie financière qui a été déployée là, elle est... alors c'est très intelligent, encore une fois. Ouais, ça se trouve, c'est designé pour ça. Ouais. Mais justement, on a eu juste là-dessus, on a eu juste aussi sur le hype qui était monté. Parce que je t'avais dit, il va y avoir pas mal de frais. Et du coup, les frais vont être achetés, donc ça va le faire monter. Et il était monté aussi. Et ce que je voulais t'annoncer, c'est que j'avais dit que je ne traderais pas le SPCX. Je sais plus si je l'avais dit. Ou si j'avais dit je prendrais le maxi long. Moi, je t'ai dit non. Voilà. Et moi, je l'ai payé. Écoute, j'avais mon... Parce que, alors, on va parler de PropFirm juste après dans mon deep sujet. Mais j'avais un $50 000 de disponible et de funded. D'accord. Donc tu avais réussi déjà. Donc j'avais réussi à valider mon compte. Donc ça veut dire faire 10%, c'est ça ? C'est ça, j'avais fait mes 10%. Donc à virtuellement gagner $5 000 voilà. sur un capital virtuel de 50 000, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. En un trade. Je l'ai fait en un trade. Non, mais c'est juste pour que les gens comprennent le niveau de risque. Oui, je l'ai fait en un mais trade. c'est passé. C'est passé. Ok. Donc tu te retrouves avec un déjà... capital donc funded, c'est-à-dire que là, dès que tu as des bénéfices, voilà, tu as le droit de les retirer. En gros, je les retire et il y a 80% pour moi et 20% pour le site. Voilà, mais voilà, ok. Et du coup, arrive ce moment où je n'ai jamais retiré d'argent sur un 50 000, sur un 25 000. J'ai retiré que sur des 5 000 et des 10 000. Okay. Et en gros, arrive ce moment où il y a le SPCX, c'est ça ? Ouais, le sticker de... Et je me dis, du coup, oui, on en a parlé, c'est sûr que ça va mooner. On va le prendre pas de risque, je le prends en x1. Pour me dire que ça, la liquidation, elle est assez basse. Du coup, je le prends, il est aux alentours de 190, quelque chose comme ça. Et pourquoi t'es pas rentré quand il est à 150 au tout début ? C'est le tout début, tu pourrais pas, c'est les bots. En fait, les bots, ils te le prennent, ils te le montent déjà à 200 et quelques. Et en fait, il avait méché, je crois, si je dis pas de conneries, à 220, 230. Ah oui, parce que ça doit manquer de liquidité. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, derrière, il est descendu. Donc, les bots ont revendu, quoi. Et il traînait aux alentours de 200 et quelques, un truc comme ça. Et puis, je vois qu'il descend un petit peu aux alentours de 190. Je me dis, allez. Je me dis, bon point d'entrée. Et je le rappelle, j'envoie à mon pote par message. Là, j'ai le long d'une vie. Là, j'ai le long d'une vie. Faut pas le manquer, celui-là. Et le truc, on le prend tous les deux à 190. Il va à 155, tranquillou. Comme ça, un petit tout droit, nickel. Et derrière, il monte à 220, 230. Le long d'une vie qui était derrière. Donc ça, c'est sur l'espace de 3-4 jours. Ce que je raconte là. Et du coup, tu t'es fait... Mais du coup, liquidé, sorti, mais complètement en un trade. Zéro retrait, rien. Donc mon compte donc dépité. De funded à cramer. Et si je te dis pas de conneries, c'est vraiment sur le 50 parce que j'en ai cramé 2 à 25 000 aussi, des funded sur ce truc-là. Ok. Quand je te dis sur SpaceX. Sur SpaceX. Ah, t'as tout mis. La maison, j'ai tout mis. J'ai tout mis, tout cramé. Pas un seul retrait sur SpaceX. Et du coup, le 50 000, si je ne te dis pas de conneries, j'ai appuyé dessus. C'est du money management. Non, mais ça, c'est la gestion de risque. Le long d'une vie, Laurent. Oui, ça se prend. Ça se prend. C'est du gamble. C'est le but. Moi, tu joues comme ça. La PropFirm, pour moi, c'est du gamble. Je le joue gamble. C'est dommage parce que t'avais quand même 50K, plus de 25. T'avais 100K de capital. J'avais 100K de capital. Même 110 à un moment. Et je crois qu'au moment... Ah non, je suis à 0. Je crois qu'au moment où je clique, sans blaguer, ça fait pouf. Genre, je crois qu'il a duré 5 minutes pour 50K. Et je me rappelle, j'ai bugué devant l'écran comme ça. Je fais, mais non. Mais non. Ouais. Genre, surtout que derrière... L'alarmiche. Surtout que derrière, genre, sur le 25K, sur le 5K, 10K, genre, en fait, j'ai fait un peu de sous sur le hype.
Et je me suis dit, mais si j'avais mon 50K. C'est ton token. Bah ouais, c'est mon token. token. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu branles à changer de token? Faut que tu te spécialises. Faut que tu restes centré. Je me suis dit, là, il y a de la volatilité. Concentré. Putain, tout perdu. Et du coup, voilà, le SpaceX où j'en suis, quoi. Donc, il m'a tout cramé juste avant ce live. Où tu me demandes, ce podcast, où tu me demandes, tiens, dis-moi voir pour le podcast, il a combien le SpaceX? Oui. Je sais pas, ça tombe bien, j'ai un trait dessus que j'ai lancé 10 minutes avant que tu arrives. Et on a découvert ensemble que. Il m'a niqué aussi. Donc, ça, je suis à 0 maintenant. Nickel. Très donc, j'ai dépensé, par exemple, cette semaine, j'ai dépensé $1 700 en compte. D'accord. J'ai retiré $400. Très je suis à moins 1300. Une très belle semaine qui s'est achevée. Belle semaine. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le SpaceX. T'avais d'autres choses à... Non, mais je suis un peu triste pour toi. Parce que non, mais surtout que tous les comptes sur le même token, c'est dommage. Oui, bah après ce que je me suis dit, mais en fait, en plus, je l'ai joué smart, entre guillemets. C'est-à-dire que je me le faisais dépouiller, mon 50K. Et bah, c'est derrière que je prenais un 25. Je me suis fait dépouiller le 25, toujours pas dans mon sens. J'ai repris un 25, etc. Et ça, c'est un peu un délire de gambling. Hein. Enfin, oui, c'est bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais ok, très bien. Mais on va en parler dans mon sujet. C'est pour ça que je veux pas trop en dire, parce que à la rigueur, on passe à mon sujet. Passons au sujet. Parce que voilà, on va parler propre firme après le bip. Après le bip. Après le bip. Du coup, après le bip, alors de quoi va-t-on parler? Attaquons sur les propres firmes. On continue. Attaquons. Ouais. Alors, du coup, déjà, qu'est-ce qu'une propre firme? On va déjà expliquer un petit peu ce qu'est une propre firme. En gros, c'est une plateforme. Bah, moi, c'est des propres firmes décentralisées. Oui. Donc, via Hyperliquid, mais ça change rien. C'est une plateforme sur laquelle, je vais prendre l'exemple concret de propre que j'utilise. Je vais acheter, par exemple, pour $10,000. Donc, en gros, pour avoir un compte démo de $10,000, il va falloir que je lâche $110. Donc, moi, de ma poche, je paye $110. J'ai $10,000 pour trade. Pour pouvoir retirer cet argent, parce que je ne peux pas retirer en gagnant directement, il va falloir que je valide certaines conditions. Les conditions, c'est quoi? Il faut que je fasse 10% en un step. Donc, Oui, ils appellent ça des challenges. Ouais. Et il faut effectivement prouver arriver à faire un rendement par des prises de position, donc longue ou short, à la hausse ou à la baisse. Et on peut valider ces challenges en 1 ou 2 étapes. C'est ça. Et donc en une étape, il faut faire 10%. 10%. Et en 2 étapes, il faut faire d'abord 5, puis 10. Voilà. Ouais. D'abord 5, puis 10. Et en sachant que c'est pas juste 10 000 et on fait ce qu'on veut. On a des limites sur le retracement total du compte et sur le retracement en une journée. Ouais, c'est ça. Donc il y a en fait la prise de risque, elle est encadrée. C'est pour ça que tu crames aussi vite les comptes, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de risques. Non, mais tu prends beaucoup de risques, donc quand ça passe, tu le valides en une fois. Mais du coup, s'il y a un retracement à la baisse, vu que tu paries souvent à la hausse, SpaceX, par exemple, qui s'est passé juste avant. Ça fait sauter le compte. Mais si on passe le challenge d'une façon ou d'une autre, on arrive, ça reste toujours du virtuel. Hein. Alors, il faut que les gens soient conscients que la plupart des propres firmes, les gens continuent à trader sur un B-book, sur un livre d'ordre virtuel. Sur un carnet d'ordre virtuel. Mais il y en a pas mal qui passent maintenant au A-book, le A-book qui est du vrai trading. Ah oui. Ouais, et je crois que Prop veulent passer complètement bientôt au... On verra bien, après c'est toujours pareil. L'avantage c'est qu'ils ont toute la vision, toutes les données, donc si dedans il y a des traders très bons traders gagnants, qui ont un money management strict, ça peut peut-être être intéressant de leur point de vue de les passer sur le A-book. Peut-être. Parce qu'en soi, un trader gagnant, si le mec il gagne, autant que tu prennes 20% sur ses gains, alors qu'avec un démo, tu peux pas. Effectivement, voilà. C'est le seul argument. Parce que le business plan après de ces propres firmes, c'est qu'il y a, c'est les statistiques du trading, hein, en gros, il y a 9 personnes sur 10 qui vont perdre. Ça, c'est 10% qui... Voilà, et dans les 10%, il y en a même, il y en a que 2 sur les 10 qui, eux, vont peut-être performer et mettre vraiment à mal économiquement la propre firme. Mais l'idée, c'est que malgré ces 2 gagnants, alors que il y a plein d'histoires de propre firme, il y a plein de propres firmes, on va dire, moins éthiques, qui ont eu à tendance, il y a plein d'histoires comme quoi les bons traders, des fois, hop, ils se font dégager. Oui. Là, c'est l'avantage justement du décentralisé. C'est dans le sens où tout est on-chain en plus. Donc, ils montrent tout.
Ouais. Et donc, si jamais ils décident de pas payer un mec, en fait, tout de suite, c'est traçable. C'est traçable et du coup, Ok. Même le B-Book, on y a accès ? Ouais, on y a accès. On a accès même au profil des mecs et tout. T'as accès à tout. Et donc, voilà, tout ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à valider donc, même un 10 000, donc on se retrouve avec 10 000 virtuels. Mais si on fait des gains avec ce 10 000 virtuels, et bien là, à ce moment-là, on peut retirer. On peut le retirer une fois que le challenge est validé. Voilà. Donc, il faut déjà faire quand même 10%, ce qui est pas évident, simple. Ce qui est pas simple, mais j'en ai fait pas mal. Je crois que je suis à 15 ou 16% de réussite. De réussite. Sur tous mes challenges, ce qui est pas dégueu, c'est au-dessus de la moyenne. Ce qui est pas mal. C'est au-dessus de la moyenne, mais je pense que ça va se réguler et ça va me faire le 10% classique, tu vois, que tout le monde a. Mais c'est pas mal. Et en fait, l'avantage d'une propre firme aussi, c'est quoi ? C'est qu'un petit capital peut réussir à gagner de l'argent. Oui. Et même beaucoup d'argent pour ensuite trader lui en perso. En gros, un mec, par exemple, qui va prendre à $1,000 le 100 000, là je prends le cas le plus haut, hein. Et imaginons il le réussit. Il arrive à retirer derrière avec 100 000, tu peux retirer assez rapidement du 5-10 000 balles. Alors après, c'est toujours pareil. Il faut déjà, de mon point de vue, avoir compris ce qu'est la gestion, le money management du trader, la gestion du capital. Qui l'a compris, tu vois. Alors oui, dans ce cas-là, il y en a plein. Après, il y a plein de traders professionnels qui d'ailleurs sont employés par les propres firmes et qui bossent pour la propre firme et qui... Et voilà. Et donc ces mecs-là... Donc ça fonctionne. C'est une façon pour des traders de gagner leur vie, d'obtenir un premier capital et de dégager des revenus de ce capital-là, même s'il est virtuel. Ouais, voilà. Parce qu'après, tu montes à 5-10 000, tu as autant faire ça avec tes sous derrière et faire monter tes sous. Et en fait, tu as déjà ta balance de départ qui est prête, quoi, juste grâce à la propre firme, en ayant mis 1000 balles à la base et en retirant, imaginons, 10 000 balles, donc 10% par la suite, quoi. 1000 balles, c'est pour le 1000 compte balles, à 100 000. c'est pour acheter le compte à 100 000. Ouais. Ouais. Donc après, tu prends 10%. Imaginons, si tu es un très bon trader, tu arrives à les sortir en 2 mois, 3 mois. Imaginons. Après, parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Mais ça, c'est bien. Mais il y a des propres firmes où il y en a. Oui, il y a des limites de temps. Encore une fois, ils rajoutent tout un tas de conditions pour qu'il y ait le moins d'élus, parce que leur principale source de revenus, c'est les gens qui échouent les challenges. Voilà. Oui, voilà. Et aussi, la plupart des propres firmes, c'est du 7 jours, les retraits, entre 5 et 7 jours, ouvrables par la banque. Et là, l'avantage de, par exemple, propre comme d'autres, hein, il y a Hypernova, je crois, il y en a d'autres, et c'est instantané. Instantané, voire pour la plupart, ils mettent dans les 24 heures. Mais je sais que par exemple, propre et Hypernova, pour le coup, eux, ils sont passés vraiment en mode instantané. C'est-à-dire que tu retrais, hop, tu as tes sous. Okay. En 1 minute, tu vois, c'est de l'instantané. Quoi. Ah, donc ouais, non, c'est pas mal du tout. Et Hypernova, c'est construit sur Hyperliquide aussi ? C'est une bonne question. Je pense, en soi, je pense que ça a dû... Parce que Prop, c'est sur Hyperliquide. Hypernova, je sais pas. Je sais qu'ils m'ont contacté. Ah oui, ils m'ont offert un compte à 25 000. Oh. Très gentil. J'ai dit merci. J'ai cramé sur le SpaceX. Il fait partie de ces comptes que j'ai cramé. Alors, Hypernova, je pense que ma durée de vie, et je te jure que c'est vrai, 5 minutes. Le 25 000. Merci, boum. Est-ce que tu en as fait une vidéo aussi, au moins ? Non. J'ai dit, je vais tester Hypernova. J'ai testé. J'ai testé 5 minutes. Mais je me suis fait arracher. C'est vrai que je prends beaucoup de risques dans ce sens-là. Mais après, quand ça marche, j'ai mon compte qui... En fait, il y a aussi une chose qu'il faut dire. C'est que moi, je suis pro-propre, évidemment. Donc, qui est propre, c'est la marque, hein, la propre firme propre. Et en gros, ce qu'il va y avoir, c'est que le 24 août, il y a un airdrop. Et moi, je pars du principe, j'ai fait mes petits calculs, que au minimum, on a entre 0,05 et 0,1 centimes par point. Chose qu'il faut savoir, c'est quand tu achètes par exemple un $60 qui te donne $5 000 à trader, et tu dépenses $60, et eux ils te donnent pour $1 dépensé 10 points, ce qui te fait 600 points. Et 600 points à 10 centimes, c'est $60. Donc moi je pars du principe que au pire des cas... C'est ton hypothèse. C'est mon hypothèse, ouais, bien sûr. Et puis c'est pas un conseil en investissement. Et tu n'as aucune information. Et j'ai aucune information. Voilà. Mais je pars du principe, moi dans ma tête, que du coup, même si je le crame et que je le perds, il va m'être remboursé le 24 août. Peut-être. Mais moi, je pars du principe que oui. Et si je le réussis... On aura l'occasion d'en parler. Nous vérifierons. Ah oui, et quand ça sera 0,00001 centime, le point... Ça, j'y crois pas. Et du coup, si j'y arrive, si je le réussis,
C'est bénéf. C'est bénéf. Donc en fait, oui, c'est que bénéf. T'es en train de gagner de l'argent en perdant. Voilà, exactement. Et bien c'est le même système que je pensais sur Hyperliquide à la base. Après, je sais que c'est pas Hyperliquide, attention, hein, genre Hyperliquide, t'en as un tous les 10 milliards d'années, mais c'est le airdrop référence. Hein. C'est le airdrop référent. C'est la licorne. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, je me dis que parce que si ça fait ne serait-ce que des stats ok. On est à 0,05 qui est 0,1. Si ça fait des bonnes stats à la sortie, donc si c'est à 100 millions ou 200 millions de market cap, on est à 0,25. Si on est à 400, on est à 0,5. Bon là, après je m'enflamme, mais genre ne serait-ce qu'un 50 millions, 100 millions, qui est faisable, tu vois. Et ce qui est possible. Ce qui est probable, ouais, ce qui est probable, clairement. Et ben ça te donne un 0,7, enfin 0,07, 0,08. Parce qu'ils ont dit combien de tokens t'allais avoir en fonction de. Non, de pas, points, non. Pas encore, non. Ah, pas encore. Il n'y a pas ça encore. Mais on a le nombre de points qu'on a et combien il y a de délivrés. Après, il y en a qui sont créés tous les jours parce que c'est plus les gens achètent, plus il y a de points. Et les tokens proper qui seront émis, ils sont capés. Il y a une supply limitée ou c'est... Il me semble que c'est capé à 1 milliard. Oh, ok. Je dis peut-être une connerie. À vérifier. Mais il me semble que c'est capé à 1 milliard. Les tokenomics. Ouais. Et quelle utilité aura ce token? Est-ce que tu sais ça? L'utilité, il y aura déjà un buyback par rapport aux frais. Okay. Ça, il réserve déjà de l'argent là actuellement pour ça. Il y a aussi, je sais plus, parce que je crois qu'ils partagent l'API. Tu sais, genre, enfin, c'est peut-être pas l'API, mais genre ils partagent tout le processus de prop firm. Ah oui, ce que tu disais, c'est que pour la création d'autres prop firm. Voilà, ils partagent leur système, leur code ou leur leur système. En gros, si toi demain tu veux ouvrir une prop firm qui s'appelle Laurent Propre, et ben Laurent Propre peut passer par tout le code, etc. de Propre. Et en gros, bah, tu leur achètes ou tu leur loues, je crois, je sais plus pas exactement le système, mais du coup ça, ce sera potentiellement avec leurs jetons par la suite, quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Okay. Et puis voilà, et puis t'as tous les frais, tous les trucs, quoi. Donc en soi. On sait pas, mais moi en tout cas je mise dessus. C'est ce que tu joues, voilà, tu joues les deux choses. Tu joues dessus, ouais. Essayer d'avoir du capital virtuel et de trader et essayer de choper un maximum de points pour avoir l'airdrop. Non mais c'est rationnel. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc les prop firms, ça évite par exemple à certains, tu sais, genre tu peux faire des prêts en banque, imaginons, genre tu as besoin de 50K pour trader, tu peux faire un prêt de 50K pour trader, mais si tu es un bon trader... Non mais il y en a qui le font. Ouais, faut pas. Attends, laisse-moi venir là où je veux venir. Et du coup, les prop firms servent à ce que tu dépenses uniquement à 500 balles, imaginons, et tu peux avoir ton 50K si tu passes le challenge. Du coup, toi qui bosses dans la finance depuis longtemps, Laurent, justement, t'aurais aimé avoir accès à ça. Scared money never win. Si t'as peur avec ton argent, faut pas trader. Ouais, j'en viens avec le prêt là, c'est la pire des idées, ça. Et tu sais que ça, j'ai conseillé à un pote à moi hier là-dessus. Il me dit là, je vais lancer un trade sur le hype, mais j'ai trop peur, je tremble. Je fais, mais alors là, t'as répondu à ta question tout seul, ne le fais pas. Très mauvaise idée. T'as eu le conseil là? Le conseil du mec qui aurait lancé. Une machine. Je lui ai dit ne le fais pas. Un sage sur les marchés. Il l'a fait. Il est un peu en perte, mais c'est comme ça. Après, je lui ai dit, c'est risqué. C'est risqué. Écoute, il va pouvoir tester sa tolérance au risque. C'est ça. Toi, du coup, qui est dans la finance, est-ce que tu aurais aimé avoir accès à un propre, ou une propre firme, ou est-ce que tu serais passé par là pour trader, ou alors est-ce que ça t'intéresse maintenant, ou t'es pas du tout là-dedans? Non, je suis pas là-dedans, mais alors je vais essayer de farmer effectivement l'airdrop. Donc j'ai acheté effectivement un 25K, je crois. Ouais, t'as pas un 25K. J'ai acheté un 25K et j'essaie d'appliquer un money management très précautionneux pour justement. Alors je l'ai pris en 2 étapes parce que l'avantage des 2 étapes, c'est qu'après, si jamais je le valide, t'as plus de marge. Voilà, t'as plus de marge en une seule journée. Et tu as plus de marge sur le total. Il y a 2 limites de drawdown. Tu passes sur le 25 000, tu as 1250 de marge en daily. Voilà, et c'est 8%. Après, par contre, tu as une sorte de stop loss montant. Donc, admettons que j'arrive, donc j'ai mes 25 000, que j'arrive à 26, 27, 28 000. En fait, c'est 8%, donc ça monte. C'est-à-dire que si au départ, on a démarré, par exemple, j'ai 25 000. Si je tombe à 23, mon compte il saute. Ouais. Si je suis à 28, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu l'idée. Là, il faut plus que ça retombe à 26. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il me semble que lorsque tu as
si jamais j'arrive à valider, ce qui n'est pas du tout fait, Ouais. et ce qui me prendra, donc j'en viens avec un money management strict et sérieux, ça prend beaucoup de temps. Oui, mais c'est vrai que et moi. surtout que j'ai pris le 2-step, donc encore plus de je vais temps. peut-être mettre un an à le valider. Ah ouais. Mais je sais pas. Déjà, j'ai démarré avec 0,5% de risque par trade et j'ai perdu les 2 premiers. Donc déjà, je suis à moins 1% et il me reste donc 4% de marge. Ok, ouais, sur la totalité. Et donc, mais bon, admettons que je le passe, c'est un super truc, je pense, effectivement. Mais t'es limité. Oui, t'es capé. Après, c'est logique aussi parce que sinon, tout le monde le passerait. Encore une fois, c'est leur business. C'est normal, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent aussi. Sur les gamblers, la plupart du temps. En vrai, c'est eux qui en fait, pour moi, il y a les deux. Il y a une petite minorité qui a compris, qui peut appliquer un money management sérieux et qui arrive à débloquer des comptes et à en dégager des rendements. Mais c'est vraiment une toute petite minorité. Et la plupart l'abordent comme la plupart des gens, c'est-à-dire du côté gambling, du côté jeu, casino. Et la bourse, le trading est le plus gros casino à ciel ouvert. Ça procure plein d'émotions. Et les gens y vont comme ça. Non, mais puis, moi, je le vois concrètement comme ça. Mais après, en fait, j'essaye toujours de me hedge sur des trucs. Et là, en fait, je vais me hedge sur l'airdrop. Et c'est comme ça que je l'estime. Et du coup. Mais tu es bien conscient que tu te hedges sur un truc complètement hypothétique. Oui, bien sûr. Voilà. Je dis ça pour les gens qui comprennent que tu prends un risque sur ton risque. Oui, voilà, ouais. Et le risque, après, on ne peut pas avoir de rendement ou de récompense sans prendre du risque. C'est ça. Donc il se peut que tu sois très fortement récompensé. Oui, voilà. Comme il se peut que je sois très fortement entubé. Ouais, ou après, les sommes que tu as mises ne sont pas, après, c'est pas immenses. Il est très possible que l'airdrop te les rembourse à minima. Donc, mais ça ne sera peut-être pas un airdrop qui ne changera peut-être pas ta vie. Je ne sais pas, j'en sais rien. Tu vois, Après, je suis 12e. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi de l'affiliation. La force de la communauté. Voilà, la force de la communauté que j'ai ramené du coup en un mois et 9 jours. Ton avis? En nombre de personnes? En nombre de personnes. 112. Putain, t'es chaud. 104. T'es chaud. T'as dit c'est un pile ou face. Oui. 104. Complètement au hasard. Non, 104. C'est beau quand même. Oui, ça me paraît très donc, beau. Je suis un de ces 104. T'es un de ces 104. Et en soi, du coup, je récupère 20%. Par exemple, toi, t'as acheté le 25 000. T'as dépensé 500. 250. $250 t'as dépensé. Donc $250, t'as gagné dans l'idée. J'ai un peu vu. T'as dû gagner 2500 points juste pour ça. Parce qu'en fait, tu gagnes des points quand tu dépenses en achetant. Pour le challenge. Quand tu valides ton compte, ça te donne un bonus de points. Et ensuite, à chaque retrait, ton nombre de retraits, ça te les donne en points. Tu retires $100, tu as 100 points. Et en gros, moi, vu que tu es mon affilié, je récupère. J'ai 20% de ce que tu. Par exemple, si jamais j'arrivais à valider et à retirer, tu prendrais. Non, peu importe. En gros, tu gagnes 1000 points, t'as tes 1000 points, et moi j'ai 200 points. Ah, d'accord. Voilà. Et donc ça, fois 100 personnes. C'est monstrueux. Après, les 100 personnes, ils sont pas tous validés. Voilà, ils sont pas tous validés. Il y en a qui valident. Il y a des robots, il y a des machins, mais il y en a qui valident. Et même si tu valides pas, c'est dans le sens à partir du moment où tu achètes. Oui, où tu as acheté, tu as le truc. J'ai dessus. Mais après, pas tout le monde dépose et tout. Sur les 100 personnes, j'en ai peut-être 10 qui l'ont fait, 10, 15, 20, je sais pas. C'est-à-dire de personnes qui ont acheté un challenge, tu vois. Parce que tu peux avoir des affiliés sans qu'ils achètent. Ah oui, tu peux avoir juste un affilié qui vient découvrir le site et qui achète pas du tout, tu vois. Mais ça te fait rapporter des points, ça? Ah non, que dalle. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça te fait juste un nombre en plus. Mais donc sur les 104, ils ont pas tous acheté les challenges? Non. Sur les 104, t'en as genre 15-20, je pense, qui ont acheté. D'accord. Et du coup, ça fait que la semaine dernière, j'ai gagné 60 000 points. Qui m'a fait monter, parce qu'à la base, je gagnais genre 20 000 points, 10 000 points, 10 000 points en 3 semaines. Donc 40 000 points, un truc comme ça. Peut-être un petit peu plus. Et semaine dernière, 60 000 points. Et là, c'est ce soir le résultat. Donc là, je suis 12e avec 140 000 points au total. Donc je me dis, un petit 0,1, déjà, ça me fait un petit 14K. On le prendrait jusqu'au mois d'août. Ça se prend. C'est de la spéculation. On est sûr de rien. Ça se trouve, je vais rien avoir. On verra bien. Mais on vous le dira. Évidemment. Affaire à suivre. Fin de l'argent gratuit pour le moment, Laurent. Oui, écoute, là on va repasser au niveau instit. Au niveau de mon dada. Alors les banques centrales, on va parler des taux. Non, c'est que là en ce moment, effectivement, c'est la fin de l'argent gratuit. Alors qu'est-ce que l'argent gratuit? Qu'est-ce que l'argent gratuit? Notamment la Banque centrale du Japon, pendant des années, alors ça fait même des décennies que les taux sont très très bas, il y a eu des taux négatifs. Et en gros, ce que faisaient alors là je parle des grandes banques, des institutions américaines et autres, c'est d'emprunter du yen à zéro
pour aller le convertir en dollars et le prêter, par exemple, à l'État américain. Okay. Donc, c'est ce qu'on a appelé le fameux carry trade. Attends, mais ils empruntent juste à qui l'argent là à la banque, alors soit à la banque centrale directement, ou à la banque ou à des banques commerciales. Donc la banque centrale prête à la Chine de l'argent à 0%. Alors non, pas la Chine, je parle aux institutionnels, à d'autres banques en fait. Ok. Mais je pense d'ailleurs que ça, à mon avis, la banque centrale japonaise prête aux banques à 0 ou à négatif, et les banques japonaises prêtent à des intervenants étrangers. Je doute, mais peut-être que je me trompe, mais je doute que par exemple une banque américaine puisse emprunter directement à la banque centrale du Japon. Mais peu importe s'il y a une intermédiation, à l'arrivée, ce que ces gens-là faisaient, c'est qu'ils empruntaient du yen à 0, ils le convertissaient en dollars et par exemple ils prêtaient ce dollar à l'État américain. Donc actuellement à 4%. Et donc tu gagnes sur la différence. Oui, mais ça, pas tout le monde peut le faire, c'est les banques. Alors, les banques et après les particuliers japonais. Sérieux ? Exactement. Ils pouvaient faire ça ? D'ailleurs, il y a un surnom officiel, c'est les Madame Watanabe. C'est le truc officiel, c'est-à-dire que les Japonais se sont mis à emprunter du yen pour acheter des actifs ou investir à l'étranger. Ah, je savais pas ça. Donc ça fonctionne tant que ton emprunt te coûte pas cher et tant que le taux de change, il se retourne pas. Parce que si d'un coup le yen monte très fort, toi avec tes dollars il va falloir que ça va te tu pourras pas équilibrer. Pour rembourser ta dette, il va te falloir plus de dollars. Et voilà. Et donc c'est alors là aujourd'hui, c'était cette semaine en fait, il y a eu la semaine d'avant la Banque centrale européenne qui a augmenté ses taux, la banque japonaise qui a augmenté ses taux, et là la Fed qui les maintient. Et en gros, on est dans un contexte où cet argent gratuit, l'argent pas cher, se limite et se raréfie. Et ce qui explique, encore une fois, que BTC et les cryptos, que tout cet écosystème qui est particulièrement sensible aux liquidités, soit encore en train de galérer. De galérer, on peut le dire. de galérer. Et pareil, dans un environnement où l'argent coûte plus cher, l'argent se concentre sur des entreprises, ou en tout cas des domaines qui laissent espérer une rentabilité très haute. L'IA. Et voilà. Et donc, parce que dans l'IA, il y a des gains, alors il y a déjà une activité énorme, mais il y a aussi des gains de productivité et des gains économiques énormes, et bien ça explique aussi la concentration de l'argent dans tous ces géants. Alors, tôt ou tard, il y aura un retournement de marché. Mais ça va faire saigner. Parce que le retournement de marché, ce sera ça va tout faire saigner, là. Et oui, parce que là, on a une concentration de l'épargne mondiale qui est quasiment jamais vue. Oui, mais dans l'IA et puis dans après tout ce qui entoure l'IA, c'est-à-dire que encore une fois, du producteur de la puce à celui qui l'assemble. Après, il y a les producteurs d'énergie. Et tous ces gens-là prennent beaucoup de paris sur l'avenir en signant des contrats sur les 5-10 prochaines années, en disant voilà, je te paye 5 milliards par an, tranquille. Mais tu les as ? Non, mais je vais les gagner. T'es sûr ? Ouais. Donc là, c'est une bulle énorme. Alors, il y a un mix encore une fois, de psychologie et de ce qu'on appelle des bulles, des comportements moutonniers, en tout cas des comportements de foule. Après, ça se base malgré tout sur une véritable révolution que l'on vit, que l'on perçoit. Oui, donc on ne sait pas si c'est une bulle ou pas. Est-ce que c'est possible que ça continue comme ça, mais pendant genre 100 ans, et qu'en fait ça explose jamais parce que c'est pas une bulle au final, c'est vraiment une révolution de fou, quoi. Il y a une hypothèse où, comme l'IA, tu sais, est capable maintenant de s'améliorer elle-même et de nous aider à découvrir, à ouvrir des pans entiers de notre connaissance. Je t'en avais parlé j'oublie toujours son nom, mais en gros, le mec a été recruté par Google, il a fondé notamment AlphaGo et il a eu le prix Nobel de chimie. Parce qu'il a réussi, grâce à ses modèles IA, à comprendre comment se replient les protéines. On en avait parlé. Oui, mais pas en podcast. Pas en podcast, peut-être pas en podcast. C'est pour ça que je voulais que tu l'expliques. Et donc, on n'arrivait pas à le faire. Et donc là, d'arriver à comprendre comment se disposent les protéines dans le corps humain, ça fait qu'on peut en synthétiser. Et donc, les applications thérapeutiques, elles sont en fait, notre imagination est peut-être la limite. Alors après, il y aura, comme tout médicament ou comme toute thérapie, il y a des essais à faire, il y aura peut-être des effets secondaires, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore anticipées. Mais ça, c'est vraiment un autre connaissance. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas compris comment les protéines se déployaient en vrai, on pouvait pas imaginer faire des médicaments ou des thérapies parce qu'on n'avait pas cette connaissance de base. Alors que là, à partir de là, tu dresses tout un tas de branches. C'est vrai que pour ça, l'IA, c'est trop bien dans le sens où ça va réussir à résoudre ce que tu appelles les donc c'est ça. Et donc ça peut potentiellement ouvrir tout un tas de trajectoires économiques favorables qui vont faire que l'économie va peut-être rester en croissance longtemps. Alors sous réserve, encore une fois,
de tout ce qu'on dit. Bah oui, mais d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as vu l'annonce qu'il y a eu cette semaine sur Midjourney ? Ah non. Je voulais t'en parler. Vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont pas tout à fait d'accord. Je t'explique, c'est pour ça que je suis allé chercher en même temps. Midjourney, surtout ça fait les images. C'est les images. Voilà. C'est les images. Ouais. Et alors du coup, là je te lis en même temps un petit peu le tweet. Midjourney annonce le premier scanner CT à ultrasons à corps entier au monde. Objectif, rendre l'imagerie à corps entier abordable pour tous sur Terre. Les utilisateurs sont immergés dans l'eau pendant le scan, créent des cartes détaillées 3D du corps en moins d'1 minute, peut cartographier plus de 25 organes et structures anatomiques en détail. Aucun rayonnement n'est utilisé, collabore avec la FDA pour les approbations. Alors juste parce que normalement les scanners c'est des rayons X. Oui, c'est ça. Et là ils n'utilisent pas de rayons X. Et là du coup, X. c'est juste tu vas dans de l'eau. Si tu vas dans l'eau, petit jacuzzi, tu sirotes un truc, tu as ton petit scanner qui est fait. Ouais, mais ils scannent... Et ben... Par exemple, les IRM, ils utilisent des rayons magnétiques. Oui. Et là, ils sont dans l'eau. Bon, ok, je regarderai. Ça prévoit d'être commercialisé. Non, mais alors, justement, est-ce que... en fait, c'est là où je veux en venir. Moi, j'ai l'info là, tu vois, je la lis sur Twitter. Toi qui était dans ce milieu. Mais je te dis, s'il n'y a pas de rayonnement, c'est peut-être qu'ils utilisent des champs ouais, magnétiques comme les IRM. La question, c'est est-ce que tu aurais moyen pour la semaine prochaine de regarder, de nous développer ça et les potentiels avec l'IA justement dans ces niveaux-là de la santé et tout, parce que je trouve ça méga passionnant. Ça te dérangerait ou pas ? Non. De faire un petit devoir là-dessus ? Pas de problème. Oh, c'est trop bien. En vrai, parce que ça me chamboule le cerveau. Genre de voir de ce genre de choses, je me dis mais ça va être génial. Moi, j'ai envie que demain, je me casse le pouce. Oui. Demain. Que je pose ma main comme ça sur une table, qu'il y a un robot qui arrive, tac, 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 terminé, pas de douleur, rien du tout, ça me l'a soigné. C'est ça que je veux, moi, Laura. Avec une colle biologique qui n'existe pas encore, voilà, qui collera ta fracture. Et puis avec des protéines qui ont été résolues, qui fait que j'ai juste à manger un petit steak et tout est bon, j'ai plus de problème. Et une pilule pour l'immortalité. Exactement, voilà. C'est tout ça que je veux, Laurent. Bien sûr. Est-ce que tu serais capable de nous... Non, mais au moins d'aborder ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet où il y a plein de gens qui sont pas d'accord, justement des professionnels, mais je veux pas trop aller dedans parce que j'ai pas assez pensé ce thème-là. L'IA va révolutionner de toute façon la santé, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Et d'ailleurs, il y a est-ce que c'est l'IA ça ou pas le fait que un chirurgien peut opérer? Non, c'est à distance. Ouais. Non. Là, c'est des robots, ça se fait pour l'urologie. Par exemple, ta prostate, il l'opère avec des robots. Ah ouais. Et en fait, comme il pilote avec comme des joysticks. Il a une manette. Il suffit qu'il y ait une bonne connexion et en gros, il peut piloter à distance. Oh, c'est fou. C'est ce genre de choses qui se font déjà. Ouais. Après, bon, pour ma spécialité, il ne faut pas y remettre les os. Ça demande encore de la robotique qui n'existe pas, je crois. Ouais. Mais qui existera, j'en suis persuadé, un jour ou l'autre. Hein, mais ouais, non, c'est fou. je pense qu'ils ont encore quelques décennies avant d'être remplacés. Ouais, mais comme quoi, l'IA, c'est vraiment un bouleversement. Et pour moi, ça peut ne pas être une bulle. Pour en revenir sur les marchés financiers, etc. Mais c'est que ces nouveaux outils, entraînant de nouvelles innovations, peuvent provoquer une croissance économique assez folle. Sous réserve, et là on en revient au côté social, c'est que malgré tout, ils vont chambouler beaucoup de métiers. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire des gens qui sont en train de l'effectuer. Et donc si ces gens-là... c'est toutes les questions qui se posent en ce moment. Oui, parce que l'IA et même la robotique peuvent mettre au chômage des millions et des millions de personnes. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Mais après, c'est l'innovation disruptive et qui est, de mon point de vue, positive. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, plus personne se plaint qu'il y ait plus de... Le Fordisme, certes, du travail à la chaîne pour construire ta voiture. Tu vas dans n'importe quelle usine de voiture, aujourd'hui, c'est des bras robotisés partout. Et par contre, les humains sont toujours là, ils supervisent les bras robotisés. Au cas où, Et donc, j'ai la naïveté de croire, mais peut-être qu'on sera remplacé et annihilé par les machines, mais que nos métiers et nos actions vont changer. Oui, qu'on trouvera des spécialités. Une autre place. Voilà. D'autres choses à faire qui seront soit complémentaires des machines, soit après complètement à côté. Parce que là, si on pousse sur la vision d'un Musk, il parle vraiment d'abondance. Alors, encore une fois, il est dans... C'est ce que j'allais dire. Il a une vision qu'on n'a pas, mais si les robots font tout, nous font à manger, même de la culture, à la logistique, à la cuisine chez nous, et que tout ça est, entre guillemets, quasiment gratuit parce que l'humanité a développé tellement de moyens que c'est possible, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah oui. La question fondamentale, à quoi je sers? Il parle même d'un salaire universel pour ne rien faire. Mais après, c'est dans la transition. C'est-à-dire que comment tu passes d'un monde régi par des humains avec des humains à tous les échelons à ce monde d'abondance qu'il perçoit où tu n'as plus besoin d'humains dans beaucoup de choses. Voilà, tu n'as que des robots. Où l'humain se doit de se demander, mais en fait, alors c'est quoi la valeur? Ouais. C'était la discussion qu'on avait. Ouais. C'est-à-dire que si demain, on avait défini la valeur comme étant une dépense, une transformation d'énergie et une utilisation du temps humain de façon utile, avec l'acheteur qui juge que c'est utile. Mais si demain les robots font tout, il n'y a plus qu'est-ce qui devient la valeur? Est-ce que c'est juste la relation humaine donc nos femmes vont nous coûter beaucoup plus cher. Non mais c'est vrai que c'est fou. Après ça peut être aussi une transition de l'humanité en humanoïde. Alors est-ce que la future de l'humanité est de devenir et d'évoluer en autre chose? Voilà, c'est possible aussi. C'est possible, mais ça moi ça me passionne. Là on part. Ah ouais, mais moi j'adore dans le sens où en fait mon rêve c'est de voyager dans le temps et d'être genre dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y en a qui me diraient non mais juste dans 2 ans ça suffit. Mais bon, on verra bien. Et pour en revenir sur les marchés et à ce qui se passe actuellement, donc les liquidités se concentrent énormément sur le marché d'abord américain. C'est le plus gros, c'est là où il y a les plus gros acteurs. C'est là où il est aussi le plus facile d'investir. C'est difficile lorsqu'on est étranger par rapport à la Chine d'investir en Chine. Peut-être qu'un jour ils s'ouvriront, mais c'est lorsque tu es américain, français, belge, peu importe. Tu peux, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors que les États-Unis de base sont beaucoup plus facilement ouverts à l'argent étranger. Et donc c'est une des raisons qui explique la concentration. Il n'y a pas que ça, évidemment. Ça reste la première puissance, même si la Chine, on le sait. Et donc dans tous ces comportements de foule, et là on voit toute l'épargne, j'en reviens à l'épargne mondiale qui est en train de se concentrer, notamment avec les ETF, etc., dans ces actions, dans ces entreprises, la volatilité risque d'être très très grande. Et donc pour les gens qui ne sont pas préparés, ça risque de secouer. Alors pour l'instant, parce que là tout va bien si tu veux. Donc même s'il y a des secousses, notamment provoquées par Trump et ses différentes annonces, ça reste des volatilités, on va dire, normales. Mais le jour où il y a une volatilité forte et à la baisse, ou un retracement ou une latéralisation longue, là ça va risquer d'en faire crier plus d'un. C'est vrai. Parce que quand tout est vert, il n'y a pas de problème. Ah oui, aucun problème. C'est quand ça se retourne. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent en un trait tout perdre, tout ce qu'ils ont gagné quand tout était vert. C'est ça, exactement. Tu redonnes d'abord tout au marché et après, le revenge trading, tu as envie de te rattraper, te refaire. Et tu doubles, tu remises et tu perds tout. Et ça m'a fait penser à une chose quand tu parlais d'IA. Je crois pas qu'on en ait parlé, de Fable. Je crois qu'on en a pas parlé. Moi, je suis très frustré là. Bah oui, c'est pour ça. On en avait pas parlé parce que la semaine dernière, il y avait encore. C'était les derniers jours avant qu'ils annoncent. Je crois que c'est samedi ou dimanche dernier. On a eu 2-3 jours. Ouais, c'est ça. On a eu 2-3 jours. Et après, ils ont annoncé la fermeture. Et donc Fable 5 est le dernier modèle d'Anthropic, qui est Anthropic qui fait Claude. Et en fait, c'est un sous-modèle par rapport au modèle Mythos, qui est normalement en gros leur Rolls. Mais Rolls a trop risqué pour être donné au public ou à tout le monde. Donc il y a qui l'a Mythos. A priori, le gouvernement américain et certaines grosses entreprises, j'imagine. Et l'armée, Et l'armée, sauf que l'armée se dispute. En fait, l'armée américaine, le Pentagone, voudrait un accès intégral à Mythos, sans limite, parce qu'en fait, même Mythos, il reste supervisé. Il y a des garde-fous. Et en gros, le Pentagone, il voudrait faire sauter ces garde-fous. Et Anthropic n'est pas d'accord, donc ils sont pas d'accord. Et alors c'est la beauté des États-Unis, c'est que une entreprise privée peut rentrer en procès face à l'État. C'est fou, je savais pas ça. Mais donc ils sont pas en procès, je crois. Mais en tout cas, le gouvernement américain, je crois, à un moment a placé Anthropic comme entreprise à risque. Ah ouais. Oui, parce que en fait, là, Anthropic, eux, ils y ont accès. Par contre, à Mythos sans garde-fou. Mais même pour eux, je crois qu'ils le contrôlent. À tel point c'est puissant, même eux s'autocontrôlent. Alors même eux s'autocontrôlent, même dans l'organisation, il y a des sortes de shareholders, mais qui n'ont pas de... Qu'est-ce que c'est un shareholder ? C'est un actionnaire. Okay. Mais je crois ils ont créé un comité qui décide, mais qui justement qui est décorrélé d'Anthropic. Ouais, il n'y a pas d'incentive économique. Il est censé décider pour le bien de l'humanité et parce que c'est le narratif. Alors est-ce que c'est qu'un narratif ? Moi je veux bien le croire. Mais là ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'en gros, déjà Fable 5 c'est une version de Mythos mais un peu bridée. Mais c'était quand même, il y a quand même un saut qualitatif entre ce qu'on utilise Claude Opus qui est déjà puissant et Fable 5 donc, qu'on a pu tester quelques jours.
Moi, à titre personnel, Voilà, c'est non, mais, mon Toi, gros tu l'as défi bien utilisé, mais pas assez. Non, pas assez. Et toujours pareil, d'essayer d'arriver à automatiser ma réalisation vidéo. Ouais. Et j'ai eu le sentiment que Fable 5 me faisait passer un cap. Et donc là, on me l'a retiré. Bref. Horrible. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais la raison officielle, c'est que il y en a deux. Il y a le risque soi-disant pour la sécurité nationale et deux de concurrentiel, c'est-à-dire que cet outil permettait à des chercheurs étrangers de débloquer des pans de recherche, de les faire progresser sur certaines questions. Alors j'imagine que ça va être certaines questions aussi militaires. Ouais. Et donc les États-Unis ont dit non, stop. Ok. Ouais, alors au départ, vous coupez tout sauf pour les Américains. Sauf qu'ils peuvent pas, peuvent pas faire la différence, donc ils ont coupé tout pour tout le monde. Voilà. Ok. Et du coup, ça me fait poser la question, est-ce que la Chine ne vont pas en profiter de ça? Parce que là, du coup, ils se sont mis un peu une balle dans le pied en faisant ça, non? Mais en se bridant. Alors, du coup, la Chine, ils peuvent dire, nous on a mieux, et tenez, c'est pour tout le monde. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore mieux. Oui. Mais oui, si jamais la Chine... c'est possible qu'ils en profitent. Alors là, je sais pas, j'arrive pas à savoir, parce que Anthropic veut aussi faire son IPO. Oui. Et qui arrive bientôt d'ailleurs. Ouais, j'ai pas la date, mais pareil pour OpenAI. Et donc là, on est dans une séquence où les entreprises les plus shiny, les plus brillantes actuelles, veulent rentrer en bourse, et donc elles ont besoin de la belle histoire. Octobre 2026. Voilà, elles ont besoin de la belle histoire, elles ont besoin de montrer qu'elles génèrent toujours plus de thunes, parce que j'en reviens à ces histoires de CAPEX, à ces histoires d'investissement. Ils signent des contrats en disant, regarde, là j'ai gagné, on va dire 10 milliards, et regarde, si je multiplie par 12, ça fait que je suis à 120 dans l'année. Mais oui, mais peut-être que le mois d'après, ils seront à 5. Ouais, tu sais pas. Alors, pour l'instant, ils font plus. Donc, quand ils font leur multiplication par 12, en général, tu peux encore augmenter. Mais là, l'État américain commence à mettre des bâtons dans les roues dans Anthropic. Ouais. Alors, est-ce que c'est un rapport de force pour qu'Anthropic leur file départ. Voilà. Oui. Non, pas départ. Encore une fois, l'accès. Est-ce que c'est une sorte de chantage de l'État américain pour avoir un accès intégral à ce que fait Anthropic? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Alors, il y a peut-être, encore une fois, des raisons pour la sécurité nationale qu'on ne comprend pas. Mais il y a peut-être aussi juste un rapport de force entre l'État américain et une entreprise privée qui veut arriver avec, normalement, la belle histoire, les plus beaux chiffres pour faire, encore une fois, une IPO à la SpaceX. C'est-à-dire lever de l'argent à pas cher, probablement qu'ils créeront aussi... Parce que, rappelle-moi, SpaceX, c'est combien de milliards Mais là, on est autour des 2000 milliards. Là. 2000 milliards, donc à la sortie, c'était aux alentours... C'était 1700 milliards. Et sur SpaceX, le fait ils ont émis des nouvelles actions. Donc ça te coûte rien quand tu es entrepreneur. Tu crées autant que comme tes tokens. Et en les vendant à $135, je crois qu'ils ont levé 75 milliards. Oh. Donc tu files du papier. Alors, aujourd'hui, c'est des trucs digitaux, tu vois. Qui dit oui, tu possèdes un tout petit bout de mon entreprise. Et les mecs, ils récoltent 75 milliards qui sont à eux. Ouais, bien sûr. Dont ils font ce qu'ils veulent. C'est beau. C'est pas un prêt, parce que tu vois, quand tu prêtes à la banque, après, d'une façon ou d'une autre, il faut rembourser. Là, t'as l'argent dans ton coffre. C'est beau. Dispo. Alors, ils vont l'investir, et voilà, il y a plein de... Ils ont prévu de faire quoi, tu sais? Dans des data centers, dans l'espace, notamment. Ah oui, ok. Et par exemple, Anthropic, parce que là, ça parle de 900 milliards. De valorisation. De valo, ouais. C'est pareil. C'est-à-dire que ils vont mettre une partie... Alors, est-ce que ça sera comme SpaceX, une nouvelle émission, ce qui est possible? Ou est-ce que c'est les anciennes actions? Ça, je ne sais pas. Ah oui, ok. Faudra regarder le détail. Parce que c'est la particularité de SpaceX. C'est pour ça qu'on a parlé de tokens et de crypto et de tokenomics complètement designés pour que ça pump. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de vendeurs bloqués. Ah ouais. Enfin, les vendeurs sont bloqués, pardon, mais il n'y a pas de... je me perds dans mes mots, mais... Les vendeurs qui auraient aimé prendre profit, ils peuvent pas. Oui, ils peuvent pas. Donc tous les mecs qui ont acheté, ils sont tous en profit. Donc tu n'as personne qui est... Il n'y a personne qui a envie de vendre. Ils viennent d'acheter, eux, ils démarrent les profits. Tu as acheté à 135, tu dis attends, je vais attendre que ça double. Regarde, cherche le mot. Comment ça s'appelle quand tu es sur un projet, par exemple, tu peux pas vendre dès le début? Tu es lock, tu es vested. Vested, c'est ça. Ils ont un vesting. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Vesting parce donc, que. Il est possible que. Parce que, en gros, une fois, tous ces gens ont compris et sont conseillés par des ingénieurs financiers qui vont bien. Et il est possible qu'Anthropic fasse la même chose. Et que ça leur permette, encore une fois, s'ils émettent de nouvelles actions à 900 milliards de valorisation, ils vont lever gratuitement 40, 50, je sais pas. Ouais, ça c'est ouf. Et si c'est pas ça, s'ils remettent une partie des actions que eux possèdent, là c'est un transfert
entre les anciens actionnaires et les nouveaux. Okay. Et c'est souvent, normalement, la plupart des IPO, c'est souvent ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'au début de la majorité des IPO normales, on va dire peut-être que là, on est dans un nouveau cycle avec des nouvelles IPO, des IPO qui sont pensées différemment. Mais jusqu'à maintenant, le fait d'arriver au public, souvent ça partait à la baisse parce que c'est les investisseurs de la première heure qui prennent profit. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont fait fois je sais pas combien. Ils ont fait, exactement. Et parce que ça fait 10, 15 ans qu'ils discutent, qu'ils sont au board. Et en fait, on appelle ça des tours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais venir un nouvel investisseur à la table, tu discutes, je te fais rentrer, mais à combien l'action ? Donc toutes ces discussions, en fait, elles ont lieu dans les tours préliminaires. Okay. Et lorsque tu arrives au public, normalement, là, c'est un peu le grand jeu. Et les mecs qui sont avant, là, ils TP, quoi. C'est la fameuse liquidité de sortie, exit liquidity. Voilà. Okay. Et du coup, au début, ça. Et après, par exemple, tu peux regarder Meta. Meta, c'est un exemple magnifique. Au début, ça part, ça latéralise. Et après, celle-là, c'est en bull run fabuleux. Ah oui, ok. Mais au tout début, quand Meta a été listé, souvent, normalement, ça vaut le coup d'attendre. Ah oui, donc tu attends quelques semaines, quelques mois. Et là, tu prends quand ça latéralise. Voilà. Et après, si le truc. Donc là, ça demande de faire un peu d'analyse technique, mais c'est essentiel. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal ça comme. Oui. Et d'attendre surtout que l'attention soit plus dessus, parce que vraiment la courbe de Meta, il y en a plein de graphiques comme ça avec des IPO qui sont pas une réussite à première vue, mais en fait, alors que le succès et l'attention est justifié. Tu vois, Meta est encore une boîte ultra profitable. Enfin, c'est une des plus belles boîtes de la planète. Donc mais il fallait y rentrer, c'est bien. Ouais. Mais soit tu y rentres en acceptant que peut-être tu vas perdre moins 50, moins 80%, mais tu te dis, allez, c'est sur 20 ans. Oui. Je pense que dans 20 ans, Meta sera toujours là. Donc, voilà. Soit tu patientes et tu rentres. Alors, c'est money management. Il y a plein d'options. Il y a plein d'options pour le faire. Mais en tout cas, souvent, l'IPO n'est pas un bon moment pour rentrer. Ok. Très bien. Hâte de. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne envie. Moi, ça me donne envie d'investir de plus en plus dans tout ce qui est IPO, tout ce qui est. Parce que c'est tout un univers que je connaissais pas. Tu vois, moi, je viens de la crypto et je sais qu'il y a beaucoup de monde comme ça qui passe de plus en plus de la crypto à. Je sais jamais le terme pour. Aux actions. Au marché traditionnel. Ouais. Et la crypto n'a rien inventé. C'est une nouvelle technologie qui fluidifie les échanges, etc. Ouais, ça n'a rien inventé, mais ça a apporté plein de nouvelles personnes qui n'y connaissaient rien à cet univers-là. La démocratisation des services financiers fait partie de ce que fait la finance. Alors, on va parler de finance on-chain maintenant, parce que la finance décentralisée, malheureusement, c'est plus si décentralisé que ça. Ouais. Donc, c'est quoi la différence entre décentralisé et on-chain ? C'est juste un jeu de mots, c'est que les services financiers qui ont été construits dans la finance décentralisée, aujourd'hui, ils sont très centralisés. Tu retrouves souvent une entreprise à la tête. Même hyper liquide. Hein. Si tu regardes, il y a encore Jeff à la tête. Hein. Exactement. Et donc, si les autorités se pointent chez Jeff, AAV, qui est le plus gros protocole de prêt et d'emprunt, était l'exemple de ce qu'on appelle les DAO, c'est les organisations donc autonomes décentralisées. C'est une nouvelle forme de gouvernance qu'on a espéré possible. C'est-à-dire, c'était horizontal. En gros, c'était pas une organisation pyramidale. Ouais, c'était tous les holders du jeton qui pouvaient voter. En fonction comme un peu des actions, en fonction du nombre de tokens que tu possédais, tu avais un pouvoir. Tu pouvais proposer des évolutions du protocole et tu pouvais surtout voter pour la direction du protocole. Et elle fait courte. Ça s'est cassé. L'organisation autonome décentralisée la plus mature est redevenue centralisée. Et donc, ça allait pas. Après, est-ce que c'est le fonctionnement humain ? Est-ce que je sais pas, entre l'utopie, entre ce qu'on souhaiterait et ce qui est possible, je prétends pas avoir la réponse. Mais du coup, les gens parlent de moins en moins de finances décentralisées, même si, encore une fois, il y a des protocoles qui tournent, qui sont inarrêtables. Mais par exemple, Curve, c'est un DEX, normalement, lui, il est pas arrêtable. Tu peux, tant qu'il y aura de la liquidité dessus, tu peux swapper entre, par exemple, 2 stablecoins et personne peut t'en empêcher. Mais Curve n'est pas toute la finance centralisée et les plus gros projets aujourd'hui sont d'une façon ou d'une autre pilotés par une entreprise. Mais on parle de finance donc on-chain. Donc ça reste sur la blockchain. Tu peux y accéder avec une connexion Internet de partout sur la planète. Mais c'est juste que c'est pas décentralisé, quoi. Voilà, faut... Ok, et ça, mais du coup, oui, ça c'est centralisé au final. Oui. En fait, on c'est pour ça qu'on parle de finance on-chain maintenant. Oui, voilà. C'est on-chain. C'est centralisé. Mais c'est centralisé. De toute façon, mais sur la blockchain. Les plus gros stablecoins qui circulent, les 2 entreprises, que ce soit Circle ou Tether, elles ont le pouvoir de geler les comptes si t'es terroriste, si t'es machin. Donc ça centralise. Donc ça, c'est centralisé. Voilà. Et beaucoup de protocoles, aujourd'hui, ont une capacité à bloquer. Lorsque Hyperliquid s'est fait attaquer,
Ils ont en gros appuyé sur le switch off. Voilà, ils ont tout bloqué. Voilà. Alors, c'est justifié, c'est pas justifié, toujours pareil. C'est vrai que ça avait fait mal aux jetons, ça. Les gens, ils ont tous mais n'a pas qui ont vendu. Après, c'est peut-être aussi pour ça que déjà que le protocole est toujours en vie, et c'est peut-être aussi pour ça que les plus gros arrivent, parce qu'en fait, ils ont un interlocuteur humain. Oui. Et on en revient. La finance traditionnelle est en train d'absorber toute cette technologie, elle est en train de s'y plugger, elle est en train de développer aussi. J'ai vu la FIFA, c'est la dernière vidéo d'Asher que j'ai regardée. La FIFA est en train de tokeniser, en gros, les billets. Plus que de tokeniser, et là, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, parce qu'il y a le côté gambling et jeu au casino. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il y a l'autorité suisse qui est en train de lancer une enquête pour dire, attendez, ils vendent le droit d'acheter une place. Par exemple, toi, tu achètes une place, tu me la vends. Non, c'est même pas ça. Ils vendent le droit. Par exemple, Coupe du Monde, là, on est en 2026. Oui. Prochaine, c'est 2030. Oui. Et ben, ils vendent le droit en avance de pouvoir acheter une place en 2030. Alors, ça va peut-être en 2029. Et là où la Suisse a fait que se passe-t-il, c'est qu'ils vendent un peu comme des trucs de Pokémon. Ouais. Genre à 40 balles, peut-être que tu auras le truc qui te permettra d'acheter une place. Ah oui, donc en fait. Mais peut-être que tu n'auras rien. Ouais, t'achètes un potentiel, quoi. Voilà. Mais alors, on en revient au booster. Ouais. Et alors, j'imagine qu'ils vont mettre des trucs. Je sais pas ce qu'ils vont mettre à côté. Parce que le truc potentiel, apparemment, c'est encore une fois le droit d'acheter ta place. Ok. Mais Pokémon, ce qui les empêche de passer dans le gambling total, c'est que t'achètes quand même des cartes. Oui. Alors oui, t'achètes des cartes pour essayer de chater les shiny et les brillants. Voilà. Alors, le jackpot, les UR, les MUR. Le God Pack. Voilà. Ça, c'est fou. Il y a des God Pack aujourd'hui qui valent 60 000 €, t'imagines? C'est fou. C'est fou. Pour expliquer, juste un God Pack, c'est dans un paquet de cartes Pokémon, tu as toutes les plus rares de cet univers-là, de cette édition-là de cartes en gros. Tu chopes en un paquet toutes les plus rares. Et en fait, ton paquet va valoir peut-être, je sais pas, 20, 50, 100 €. Et en fait, tu as toutes les plus rares. Tu les as toutes. Tu les as toutes. Et genre, ton paquet, il vaut d'un coup 60 000 balles. Et en fait, ça, c'est la giga max win. Mais par contre, alors les stats, je les connais pas. Comment tu y accèdes? Et ben c'est simplement en ouvrant des paquets dans des boosters. Enfin, dans des. Oui, c'est vrai, tu m'as expliqué. Oui, non, tu peux pas lâcher. C'est de temps en temps, il y en a un avec de temps en temps, t'en as un. T'as le ticket d'or. En gros, c'est un peu le ticket d'or. D'accord. Le principe du ticket d'or. D'accord. Mais c'est fou. Il y a des God Packs qui valent 60. J'ai appris ça, j'étais fou. Parce que en général, les nouvelles séries, les God Packs, ça vaut, allez, 1000, 1500 €, qui est déjà énorme. Tu vois, c'est des paquets à 10 €. Mais 60 000, c'est la giga max win, quoi. Oui, alors, j'en viens à l'idée que. Parce que souvent, ce qui fait le prix de ces packs-là, c'est quand tu les ouvres pas. Oui. Donc là, tu peux jamais vendre ton God Pack comme un God Pack. Non. Donc, en fait, normalement, non. Ah oui, normalement, non. Mais en fait, il y a un système de. Tu peux peser. Les numérotes. Tu peux peser. Et en fait, vu que les cartes, elles brillent toutes dans un God Pack, ça fait un léger grammage en plus. Qui fait que si tu pèses tous les paquets, j'ai une centaine de paquets et que dedans tu as un God Pack, et bah, tu peux le voir par rapport à ça. Après, est-ce que ça fonctionne ou pas? Je sais pas. C'est les légendes. Mais je sais que sur les précédents paquets. Qui ont réussi à en peser, à se dire. Sur les précédents paquets, donc les premières générations et tout, ils faisaient pas gaffe à ça. Ils ne savaient pas que c'était possible. Et du coup, en fait, tu peux acheter ou vendre des boosters lourds, des boosters non pesés. Et tu vois, et ça, c'est un business. C'est-à-dire que tu peux vendre directement ton booster lourd. Par exemple, édition 1 Pokémon set de base, un booster lourd va valoir, je te dis n'importe quoi, 2000 €. Un booster non lourd vaudra 500 balles. Donc là, parce que tu sais que tu as une brillante dedans. Tu trouves le moyen d'injecter. et ça, il y en a qui le moyen de voir la couleur de la brillance. Non, moi je pensais à alourdir artificiellement le paquet. Ah oui, j'avoue. Oui. Ah, c'est vrai. Avec une aiguille. Et je sais pas. C'est vrai que c'est pas con. Après, il faut pas le faire. C'est pas ça, mais bon. Il y en a plein qui pèsent et qui vendent comme si c'était pas pesé, tu vois. Parce que t'es censé être legit et quand tu le fais. Et c'est pareil, maintenant, il y en a qui arrivent à ouvrir les paquets et les recoller exactement comme ils étaient. Donc, ils les ouvrent dans les pesées, ils prennent la machin, ils remettent, ils rescotchent, enfin, ils recollent. Et ils te le vendent. Oui, bien sûr, comme un vierge. Voilà. Et il y a plein d'arnaques, il y a plein de trucs là. En ce moment, de plus en plus, c'est pour ça que toute la valeur des paquets de cartes Pokémon RAW, qu'on appelle RAW, donc c'est les paquets qui sont pas dans des cartons, pas dans des. Et ben, ceux-là, ils perdent en valeur. Parce qu'en fait, il y a tellement de magouilles qui sont faisables
que ça perd toute la confiance. Alors par exemple, une display comme il y a là derrière, et ben ça, c'est emballé. T'as le carton. T'as le carton, t'as le scellé. Donc, en fait, tout ça, on n'arrive pas à le reproduire. Le scellé, etc. Et du coup, tu peux pas cheater. Tu peux pas tricher, quoi. Et oui, les contrefaçons. Ouais, non, c'est fou. Et il y a de plus en plus de contrefaçons aussi qui ressemblent de plus en plus à des vraies cartes, quoi. Ça, il y en a plein aussi. Et oui. Mais on n'a jamais... les gens n'ont jamais réussi à faire exactement les cartes. Et ça, je trouve ça fou qu'avec les technologies actuelles, on n'est pas capable de reproduire exactement les mêmes cartes. Je sais pas ce que tu en penses, moi, je trouve ça fou. C'est un business qui rapporte tellement. Ouais, mais ça va peut-être arriver. Ouais, bah oui. Pour moi, c'est la suite logique. Et c'est pourquoi la suite logique aussi, c'est de faire en sorte que les cartes soient tokenisées. Ça peut être une protection c'est vrai. à tout ça. Genre Pokémon, à chaque fois, ils numérotent ou ils tokenisent les cartes. Et puis derrière, tu as tes vraies cartes tokenisées. Ça peut être une solution. Affaire à suivre. Double expresso ? Double expresso. Double expresso. Double espresso. Double espresso. Le double expresso, Laurent. Oui. Tu m'as noté la victoire de Gann. Ouais, Cyril Gann. Cyril Gann. Et j'ai des choses à dire dessus. Ah oui ? Oui. Il a porté plainte, l'adversaire de Cyril Gann. Oui. Ah, t'es au courant ? Oui. Ok. Alors vas-y, parle-nous-en. je pensais que t'étais pas au courant, Chidek. Je pensais t'apporter une petite news. Non, j'ai continué de suivre. Okay. Bah, d'abord, il y a le contraste. C'est-à-dire que lui, il a gagné. Et il y a un jeune Français, Paul Dena. J'y connais rien du tout. Hein. Je connais juste... c'est Cyril Gann. Oui. Ça. Je connais juste ce gars-là, mais je n'y connais rien. Mais c'est un combattant professionnel de MMA, poids lourd, et qui a combattu à la Maison-Blanche pour... Ah, c'est à la Maison-Blanche. Ouais, voilà, c'était à la fois l'anniversaire... c'est l'anniversaire des 250 ans des États-Unis, mais je crois que c'est aussi l'anniversaire de Trump. Et donc, on connaît Monsieur Trump. Il aime bien se faire plaisir. Qui se fait plaisir. Donc, il s'est dit, tiens, pour mon anniv, est-ce que j'organiserai pas un UFC, donc incroyable, un championnat, un tournoi de MMA, des combats de MMA à domicile. C'est fou. Et donc, c'est un événement historique parce que ça devrait pas se refaire de sitôt, peut-être jamais. Et Cyril Gann a joué la ceinture intérimaire contre Alex Pereira, qui est normalement c'est un champion. Il a déjà 2 ceintures, mais dans les catégories en dessous. C'est la première fois que catégorie en dessous, c'est de poids plus léger. Voilà, c'est ça. Et donc c'est la première fois qu'il venait dans la catégorie du dessus. Et je voulais mettre donc Gann a gagné. Donc alors sachant que il était pas du tout favori, et surtout le public américain était complètement pro Pereira. Pereira qui est brésilien, je crois. Brésilien. Et puis qui est un champion, un multiple champion de l'UFC, un bon client, on va dire, pour l'UFC. Et donc Gann l'a gagné. Et ça a séché un peu. Ah ouais, l'ambiance. Et alors, je suis très content déjà pour lui, pour eux. Parce qu'il revient de défaite. Et alors, c'est ça que je voulais amener surtout, c'est que dans la même semaine, il y a un Paul Dena qui est un plus jeune français qui évolue dans une plus petite confédération. J'ai oublié le. C'est quoi ? Il y a MMA, il y a UFC, il y a trop de trucs. Je les connais plus, mais. Mais dans une autre. J'ai oublié le mot. Organisation. Voilà. Donc une plus petite organisation, mais ça se passe souvent comme ça. Tu as des organisations plus petites, les combattants se forment, ils gagnent des combats, et lorsqu'ils deviennent assez puissants, etc., et qu'ils le souhaitent, parce qu'il y a des très forts qui restent dans d'autres organisations, parce qu'ils ont des bons contrats, etc. Mais très souvent, après, pour l'instant, la Rolls, parce que là où il y a le plus d'argent, le plus de combattants et le plus d'attention, ça reste l'UFC. Et donc, le Paul Dena, le pauvre, a perdu. Alors qu'il était dans une salle de 12 000 personnes, c'était en France, il est extrêmement suivi, y compris sur les réseaux. Et je voulais parler de la différence. Mais que c'est des sports qui sont extrêmement durs. Déjà, on ne joue pas à la boxe, on ne joue pas au MMA. Non, on pratique. C'est des sports d'une violence, c'est difficile, c'est très dur. Et en plus, le côté médiatique fait que ces combattants passent d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire tu peux être adulé. Et détester. Et te prendre une. Parce que là, le pauvre a été mis KO de façon très sèche. Lequel ? Paul Dena, le jeune. Ok. Et face à des gens, en gros, qui n'attendaient que ça. Et donc, tous les haters voilà. Ça se rue, oui, c'est des. Et parce comme les animaux, quoi. Ça vient te. Voilà, c'est exactement. Et parce qu'en plus, il faut savoir vendre les combats pour avoir les fameuses pay-per-view. Enfin, pour avoir des gens qui te viennent, qui payent les matchs. Il faut aussi raconter des histoires. Et donc, le Dena a été
dans les mots, dans la parole, très provoquant par rapport à l'adversaire. Et donc là, c'est la double défaite. C'est-à-dire que tu perds. Et en plus, comme tu as parlé, etc., voilà, les autres qui ne pouvaient pas te saquer se vengent. Ouais. Et tu perds tes contrats aussi, etc. ou pas? Alors, tu peux. Alors déjà, tu gagnes. Comme tu n'as pas gagné le match, je pense que la prime, déjà, elle est inférieure. Et après, il y a tout un tas de retombées. Ouais. Évidemment, les contrats de... Alors, je pense qu'il ne va pas tout perdre. Il va revenir, il va se reconstruire, et j'espère. Et j'ai envie, parce que le gars, lui, il avait déjà vécu ça, en perdant face à John Jones. Voilà, bref, peu importe. Oui, et c'est pareil, il s'était pris une shitstorm sur les réseaux incroyable. Enfin, surtout que Cyril Gane, lui, il est connu aussi pour passer sur des vidéos YouTube, sur du contenu un peu tout public. Et du coup, je pense que ça rend le côté agressif du MMA en mode c'est un nounours, quoi. Oui, alors son surnom, c'était Bon Gamin. Et il a pâti de ça parce que, en gros, les gens lui ont dit qu'il n'avait pas pris assez au sérieux le combat. Or, je crois qu'il a pris au sérieux. C'est juste qu'il y a peut-être une histoire de maturité d'équipe aussi. Parce que là tu vois l'attitude, elle n'a plus rien à voir. Sur ces deux derniers combats, il y en a un qui s'est arrêté parce qu'il a mis le doigt dans l'œil à son adversaire sans faire exprès. Et donc le match a été arrêté. Parce que le champion, normalement, c'est un Anglais. Mais c'est pareil, c'était une ceinture, ils appellent ça intérimaire. Et donc là, il se retrouve avec 2 ceintures intérimaires. Tu as un champion anglais et alors, normalement, non. T'as la grande sauf que, du coup, Pereira a porté plainte. Voilà. Parce qu'il a pris des coups, dont 2 coups qui ont pas été, qui sont pas légaux. Voilà, en fait, à la suite d'un jab, le Pereira tombe. Et au MMA, les combattants sont autorisés à sauter sur l'adversaire pour taper sur la tête pour le finir. Et il vaut mieux faire ça, parce que si tu le laisses récupérer, après le match peut repartir, et donc il ne faut pas laisser un peu cette occasion faire. Et sauf que dans l'empressement, en voulant le finir, il y a eu 2-3 coups illégaux, dont des coups de coude à l'arrière de la tête. La nuque. Voilà, c'est ça. Et donc là, après, il y a un arbitre. L'arbitre n'a pas arrêté le combat. Et au final, le combat s'est fini debout. C'est-à-dire que le Pereira, qui est quand même ultra solide. Hein. Parce que j'ai vu les coups qu'il s'est pris. J'ai vu la vidéo en fait, qui analysait tous les coups, qui disait celui-là, il est bon, celui-là, il est pas bon, celui-là, il est bon, celui-là. Mais c'est hallucinant les coups qu'il prend. Hein. Oui, non, je sais même pas comment il tient debout derrière. Il y a 115 ou 120 kilos derrière. Enfin, c'est des machines. Enfin, c'est des athlètes professionnels. Nous, on meurt. Hein. Non, mais c'est bien. Mais donc, il le finit debout. Donc, il gagne. Mais voilà, alors du coup, le Pereira porte réclamation. Alors, se plaint. Je ne crois pas qu'il veut faire annuler la décision. Je crois qu'il demande un rematch. Ah, ce serait sympa aussi pour l'histoire et qu'il en remette une. Après, je sais pas, parce qu'après, là, on en revient au bise. Oui. Le bise veut que ça se refasse. Pas forcément. Ah ouais. Mais tout dépend de l'équipe, tout dépend. Là, en gros, Gane, Gane est détesté par tout le monde. Là, parce qu'il va être considéré comme tricheur. Il met les doigts dans les yeux, il fait des coups illégaux. Donc voilà, ça va être donc du bon gamin, ça va être la bête noire, le tricheur. Malgré tout, il fait peur parce admettons qu'il n'y ait pas de coups illégaux, il est quand même très performant. Oui. C'est un super athlète. Et là, je suis dans le changement d'attitude. C'est plus un gentil dans dans la cage. Et donc, en plus, il vient de la boxe thaï, donc c'est. Ah ouais. Ouais. Je savais même pas. Donc il est très fort en pied-point, il se déplace très vite, donc avec ses 115 ou 120 kilos qui se déplacent très vite, ça fait très mal. Mais qu'est-ce qui sera. Donc là, c'est une discussion qui va intéresser l'UFC et après toutes les équipes autour. C'est-à-dire que les combattants ne décident pas tout seuls, ils ont des équipes et qui sont là. On va pouvoir suivre ça dans les prochaines semaines en vrai. Parce que du coup, ça va être là, les annonces, c'est assez vite ou c'est genre en mode. Je pense qu'on devrait le savoir dans les semaines qui viennent parce que en septembre, il y a un événement à Paris, a priori, et où sur scène, après qu'on gagne à gagner, il défie en gros l'anglais. En disant on se retrouve après. À Paris. Et évidemment, alors là j'ai découvert ça là, à l'occasion de ce match. Tous les combattants pros se filment en train de regarder. Les matchs. Ok, donc l'anglais c'est filmé en train de regarder. Ils se filment tous, et donc comme ça tu vois leur réaction en direct, et après ils publient ça sur leur réseau. Ok. Et donc évidemment l'anglais dit ok, on va faire ça. Let me know. Allez. Donc putain, mais c'est trop bien, je savais même pas tout ça. Voilà, mais c'est rigolo. Et après, mais c'est pas sûr que ça se fasse parce que à la suite de cet œil dans les yeux, la communication de l'anglais, de son père ils n'ont pas bien fait les choses. Ok. Donc ils sont en bisbille avec l'UFC. Donc qu'est-ce qui se fera? J'en sais rien. Ok. Mais on le saura dans les prochaines semaines. En tout cas, il remet pas en cause
la victoire, et bon, même s'il y a 1 ou 2 coups illégaux dans l'empressement, alors toujours pareil, ça reste des combattants professionnels, ils ne devraient pas, mais il y a tellement de combats où tu vois qu'il y a un coup illégal qui passe par-ci, par la fin. Ouais, c'est compliqué à juger. En tout cas, voilà. Ça reste une victoire exceptionnelle, historique. Je suis à la Maison-Blanche. Ouais, je crois que Trump, il a même félicité Macron. Ah bon? Ou du moins, il a dit à Macron qu'il félicitait Gann, ou il y avait eu un délire comme ça. Parce qu'il s'était vu le lendemain à un meet-up, un meeting à Paris. Ok. Ah oui, j'ai pas suivi. Ouais, il lui avait dit. Je le vois passer sur Twitter, en fait. Moi, de mon côté, la Coupe du Monde. On a gagné. Alors, je suis content que tu me mettes à jour. Ah, j'ai quand même regardé, parce que j'ai vu passer que les supporters argentins s'étaient mis sur la gueule avec les supporters algériens à Times Square. Ça, j'ai pas vu. Donc je vois passer cette info et je me dis, mais c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde. Ah, oui. Donc je suis allé regarder. Ok. Déjà les buts de Messi, exceptionnel. Ouais, le triplé. Hein. Et ensuite, à Yêtre, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir ce qu'a fait la France. Et donc, t'avais même pas regardé même le lendemain ou quoi? Non. Ah ouais, je suis à la rue. Mais il y en a pas mal qui la regardent. On est trop décalé. Ouais. Bah là, le prochain match, c'est à 4h du matin. Au cas où. C'est encore pire. Donc, il y a 3. Donc, on a gagné 3-1. Ça, ouais. Après un match où c'était très compliqué en première mi-temps. Ça me faisait penser un peu au match contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde, où on passe à côté de notre match. Contre l'Argentine en finale, c'est à partir de la 80e minute où là on attaque, on joue. Là, c'était à partir de la deuxième mi-temps où on joue et puis on fait 1-0, on fait 2-0, 2-1, 3-1. Et du coup, Mbappé qui met un doublé, alors qu'il n'avait rien donné dans la première mi-temps. Tu vois, c'est un peu toujours le même système. Mais voilà, je voulais faire un petit point Coupe du Monde qu'on fera chaque semaine. Et alors, est-ce qu'il y a eu des surprises? Il y a eu des surprises, non. Donc les grosses équipes ont gagné. Si, il y a eu des surprises. Si, je dis n'importe. En fait, oui, il y a un gros débat d'ailleurs sur cette Coupe du Monde. C'est que, si tu veux, il y a des pauses fraîcheurs toutes les mais c'est pour les pubs. Moitié de mi-temps. Et en fait, il y a plein de joueurs qui se plaignent parce qu'ils disent, nous ça va, c'est pour les pubs. Mais non, mais c'est... Voilà. Et du coup, ça veut dire que ça fait des cartons. Oui. Et en fait, mais ça te flingue le jeu complet. Bien sûr. Ce qui donne que c'est une des Coupes du Monde avec le plus de matchs nuls qu'il n'y a jamais eu. Et en fait, du coup, le Portugal a fait match nul. L'Espagne a fait match nul. Et en fait, tout le monde fait match nul. Et par contre, moi, j'ai un pote qui le fait. Il a mis 10 € sur chaque match maintenant pour match nul. Là, il l'a fait. Il a démarré, je crois, avant-hier en mettant 9 matchs. Au bout de 3 matchs, il est déjà bon. Il est déjà en bénéf. Parce que c'est hallucinant. C'est les pauses, ça flingue complètement le jeu et c'est horrible. Moi, je trouve. Et dure combien de temps? C'est 5 minutes. Mais enfin non, pardon, c'est 2 minutes et quelques, mais c'est 2 minutes et quelques de pub quoi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça te tabasse le jeu. Déjà que le jeu de base, quand il y a un 1-0 pour une équipe, ça a tendance à jouer à le temps. Temporiser. Mais alors là, parce que je crois que de base, sur un match de 90 minutes sans temps réglementaire, les joueurs jouent, je crois que c'est 50 à 60 minutes. Oui. Et pareil, il y a une stat qui m'avait fait marrer, c'est le temps qu'ils passent avec la balle au pied. Ah oui, de mémoire, c'était Zidane, genre, il avait un temps élevé et c'était 1 minute ou 1 minute 10 ou 1 minute 20, tu vois. Ça m'étonne pas. T'as quoi? Ouais. Non, mais c'est énorme. Ah bon, 1 minute 20, la balle au pied, c'est énorme. Ouais, ça, c'est fou. Après, t'as plein de joueurs, la balle, elle est tout le temps ailleurs. Je sais, t'as des déplacements passifs en permanence. Je sais bien, mais c'est contre-intuitif. La première fois, je sais qu'elle m'avait choqué. Non, c'est fou. Et du coup, la question, c'est pour toi, la France, ça va où? Mais du coup, t'as pas trop regardé. Non, mais honnêtement, là, je suis à la rue, je peux pas te dire là, ils vont jouer ni l'équipe, ni... Contre l'Irak, mardi. Et après, ils jouent contre la Suède. Ok. J'ai même aucune idée de la méta actuelle, dans le sens où quelle équipe, Allemagne, Brésil, tu vois, en classique, ce moment, survole un peu. Il y en a aucune. Okay. L'équipe qui est par les bookmakers actuels pour être numéro 1, c'est la France. Avant, c'était l'Espagne, il y a une semaine. Mais en gros, c'est Espagne, France, Allemagne. Voilà. Et l'Angleterre, pardon. Et Brésil, ils sont à la rue? Brésil, c'est pas foufou. Brésil, ça a fait match nul contre le Maroc. Mais c'est pas foufou. Ok. C'est pas foufou. Après, on sait jamais. Hein, mais... Et là, j'ai vu hier, il y a le Canada qui a explosé, je crois, 6-0. Je sais plus quelle équipe. Et par contre, il y a un des joueurs, j'étais choqué, qui s'est pété la jambe. Complètement pété la jambe. Il avait un appui. L'autre joueur lui prend juste le pied. Ouais. Et tu sais que sur la vidéo, tu te dis, mais jamais elle casse sa jambe. Et il y en a qui pensent qu'il avait déjà des lésions ou quelque chose avant. Parce que c'est hallucinant. Et tu vois, d'un coup, sa jambe, elle est vraiment cassée. Quoi. Ouais. Horrible.
Enfin voilà. Avoir un beau clou. Ouais, mais en tout cas, on fera un petit point Coupe du Monde, je pense, au moins jusqu'à la fin. Moi, ça me permettra de me mettre à jour. C'est intéressant. Et puis même quand il y a des petits trucs un peu croustillants pendant la Coupe du Monde, je pense que ça pourrait être pas mal d'en discuter. Regarde, je t'ai appris que les supporters s'étaient mis sur la... Ah ouais, ça je savais pas. En pleine Times Square. Après, t'as les flics ricains qui séparaient les gars. Par contre, les images, elles doivent être folles. Ouais, c'est mythique. Commence à se chauffer, puis ça commence à se friquer. C'est ouf. Complètement malade. 5 minutes de plus 5 minutes de plus. 5 minutes de plus. 5 minutes de plus. Minutes de plus, je t'ai préparé un petit jeu, Laurent, un petit peu comme on avait fait au tout premier podcast de mémoire, où je te dis un chiffre, et en fait tu dois essayer de deviner de quoi ça parle. Ça n'a pas été évident, parce que là j'ai fait exprès de prendre des choses qui sont pas forcément, qui sont étroitement en rapport avec le podcast, mais dont on n'a pas parlé. Ça te va ? C'est en rapport, mais on n'en a pas parlé. Voilà, 300 millions. Je peux te donner des indices si tu veux. 300 millions. 300 millions. Je veux bien d'indices. Ouais, ça parle de sport. Ça parle de. Alors, donc, Coupe du Monde. Ça parle de revenus. Ça parle de combat. Et c'est du coup. Tu vois pas 300 millions. Alors, là, c'est boxe. Du coup, boxe anglaise. En gros, la question, c'est à quoi correspond ce chiffre dans l'univers des sports de combat ? Ça va être la plus grosse prime en boxe anglaise. Eh ben, il s'agit du revenu estimé généré par le combat entre, alors là tu vas connaître, pas moi, Tyson Fury. Oui, c'est boxe anglaise. Ok. Et Usyk, lorsqu'on additionne billetterie, PPV, sponsor et droit TV. 300 millions. Et du coup, c'est hallucinant. Oui. Ils ont touché ça là. Ils ont partagé un petit 300 M. Quoi. Alors, eux plus les promoteurs. Ouais. C'est sympa le combat quand même. Oui, mais c'est. Je pensais pas que c'était autant, tu vois. C'est un business. C'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant. Et là, un GAN par exemple, tu sais à peu près. Alors, c'est en millions, je pense, mais c'est pas ce niveau-là. C'est pas ce niveau-là. Non, la boxe anglaise reste encore le truc sport roi. Ouais. Okay. Le MMA paraît plus violent, mais en fait, le plus dangereux, c'est la boxe anglaise à cause des coups sur la tête. Ah, ça, 80% du temps, la tête est visée en boxe anglaise. Et en fait, ce qui abîme le plus les pratiquants et pour moins de combats, du coup. Non, ils en font. D'ailleurs, j'ai vu ils en font et Gann est suspecté de triche. Moi, je pense que que ça en est pas, mais il y a dans tous ces, comme il y a de l'argent. Et on va parler de la boxe anglaise. Il y a tout un tas de triches et d'histoires un peu terribles avec des mecs qui sont morts. Okay. Ou des mecs qui sont suicidés à cause de triche. Et là, j'ai un exemple. Alors, j'ai plus les noms, mais en gros, un jeune anglais qui monte, il fait un combat et c'est son père qui le coach. Et il finit le premier round en disant j'ai l'impression que je me fais frapper avec des pierres. Ok. Et en fait, il fait tout le match. Il finit la tête complètement défoncée avec les yeux. Enfin. Même s'il a dû perdre des points de vue, tu vois, d'acuité. Et en fait, à la fin du match, le père il touche les gants, il demande à l'arbitre, il dit en gros l'autre sur les gants il y avait du plâtre. Mais non. Et plus l'épaisseur de mousse elle était moindre. Wow. Donc le fils se faisait frapper quasiment comme par du béton. L'autre il avait voilà exactement. Wow, c'est chaud. Et le truc c'est qu'il a tellement été traumatisé et avec les séquelles que le pauvre mec est allé se tuer en bagnole et s'est jeté contre un arbre. Ah oui, d'accord. Et donc, mais après, il y en a d'autres qui sont morts de commotion cérébrale, en fait, des conséquences, des chocs. Donc, c'est fou. Voilà, c'est pour ça que c'est pas un jeu. Ah oui, non, c'est pas... en pratique. Mais je crois que la plupart qui rentrent sur le ring, ils se disent ça peut être fini, quoi. Tu t'as ça dans un. Non, je pense qu'il oublie. Ah ouais. Il oublie, et puis après, tu peux pas te dire que tu vas crever à chaque fois que tu pratiques la boxe non plus. Puis c'est pour ça qu'il faut aussi la pratiquer dans des clubs. Il y a plein de façons de faire pour que ça se passe bien, quand même. Mais je veux, c'est que ça reste des sports très durs, risqués, et c'est contre-intuitif, mais le MMA est moins dangereux que la boxe anglaise. Okay. Parce que tu peux frapper partout, il y a les soumissions, alors tu peux finir très mal aussi. Il y en a qui sont morts d'ailleurs aussi, ça arrive. Mais... même en boxe thaïlandaise, il y en avait. Oui, bien sûr, ça m'étonne pas. Enfin bref. Oui, c'est vrai qu'on a l'année dernière un pauvre qui est mort à la suite d'un trauma thoracique, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Triste histoire. Ouais. Alors ça c'était le niveau facile. Ouais. Qui était déjà pas si facile. Niveau moyen. Oui. Et pourtant je le trouve plus facile. 104. Pourquoi ce chiffre fait-il paniquer certains supporters et sourire la FIFA ?
104. Aucune idée. La réponse, c'est parce qu'on est passé cette année à 104 matchs pour 64 auparavant. Donc on a augmenté le nombre de matchs. Donc en gros, ça fait paniquer certains supporters. Plus de matchs. Dans la Coupe du Monde, tu veux dire ? Ouais, pendant la Coupe Parce du Monde. qu'il y a beaucoup plus de poules, il y a beaucoup plus de monde Ouais, en en poule. gros, alors normalement, il y avait tel nombre d'équipes et là, ils en ont Oui. rajouté. Genre, j'ai plus les nombres exacts, mais je crois que c'était 32 avant et là, on est à 48. Ok. Un truc comme ça. Donc, ouais. Ça fait beaucoup de matchs, et c'est toujours le business, l'argent. Comme les pauses, enfin, c'est jusqu'où ça va aller. Comme les postes d'eau. Ouais, comme les pauses d'eau, ouais. Les fameuses. Dernière question, et après on terminera là pour ce podcast. Niveau difficile. Tu peux l'avoir, celle-là. 1000 milliards. Quelle entreprise rêve d'atteindre ce chiffre grâce à l'intelligence artificielle ? Anthropique. C'est une bonne réponse, Laurent. Bon, il n'y a pas que Anthropique, mais ça fait partie des... La réponse, c'est plusieurs géants de la tech visent une valorisation ou des revenus liés à l'IA pouvant dépasser OpenAI le ne doit pas être trillion très loin aussi. Oui, je pense qu'il y a un peu tout cela. Il y a quoi ? Il y a Anthropique et OpenAI. Hein. Oui, parce que Google est déjà... Après les autres géants, tu vois, Gemini avec Google, Google est déjà listé. Et d'ailleurs, Gemini, quand Gemini est sorti, ça a boosté la capitalisation de Google ou pas du tout ? Alors ça participe parce que je crois que ça arrive à faire augmenter leur chiffre d'affaires, notamment pour les ads, etc. Je crois que tu peux l'utiliser. Ah ouais. Oui, ça j'en ai entendu parler. Voilà. Qu'il y en a pas mal qui utilisaient même pour les boutiques en ligne, etc. Ouais. Et que c'était hallucinant comme ça t'optimise tout. Donc Quoi. oui, donc Google génère du chiffre d'affaires grâce à Gemini. Petite question bonus ? Vas-y. Allez, le chiffre c'est 20. Pourquoi ce chiffre fait-il peur à certains salariés ? Pas évident, hein ? Je pense que la prochaine à fois... salariés de quelles entreprises ? De toutes les... Non, de toutes les entreprises. Ou du moins quasi toutes les entreprises. 20. T'as pas un autre indice ? Si, c'est 20%. Et pourquoi ? Alors, parce que j'ai la réponse. Ils vont supprimer 20% des salariés des boîtes. Oui. L'IA. Oui, bien joué. Ah ouais, t'es chaud. Elle était pas si simple. Déduction. Non, mais... très, très, très smart. C'est exactement ça. Parce qu'il y a 20... Alors, réponse. Certains experts estiment qu'environ 20% des tâches actuelles pourraient être largement automatisées par l'IA dans les prochaines années. Donc, on en parlait. Très bien. Dans 10 ans, il y aurait potentiellement 20% des tâches qui seraient Ça remplacées. risque d'arriver plus vite. Oui, je pense aussi que ça arrivera plus que ça. Et je pense qu'il y en est déjà à pas mal de pourcentage là aujourd'hui. Oui. Merci Laurent, Merci c'était Raph, cool. encore En vrai, un bon c'était trop moment. bien. Ouais. C'était cool. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et aussi à débattre avec nous. Quand on débat, n'hésitez pas à laisser. Donnez-nous des sujets. Bon, commentaires. il m'a fait travailler pour la semaine prochaine. Oui. Donc l'IA appliquée à la médecine. L'IA appliquée à la médecine et un petit point aussi sur Midjourney là. Ce que t'en penses. Et concrètement, ce que donne Midjourney. Savoir quel rayon ils utilisent. Très bien. Apparemment, il n'y a pas de rayon. Et puis si tu peux nous teaser quelques petits... Il y a forcément des boîtes d'IA qui sont en train de développer des trucs et ils teasent un peu, des projets un peu révolutionnaires. Et moi, je veux du croustillant. On va essayer. Merci beaucoup. Je vais te faire charbonner là-dessus, ça va être long. En tout cas, c'était bien cool. Des bisous tout le monde. Salut. Ciao, ciao.